Elle n'était qu'une simple domestique formée à rester invisible. Mais lorsque le fils du parrain de la mafia s'est effondré à table et que tout le monde a paniqué, elle a vu ce que tout le monde avait manqué. Elle a crié trois mots qui ont tout changé. Désormais, l'homme le plus dangereux de la ville ne la laisse plus quitter ses côtés. Et elle se rend compte que sauver la vie du garçon pourrait lui coûter la sienne. Les lustres en cristal du domaine Romano scintillaient comme des étoiles gelées au-dessus des 200 invités vêtus de costumes de créateurs et de robes en soie. Clara Martinez essuya ses paumes moites sur son uniforme noir, en prenant soin de ne pas renverser le plateau de champagne qu'elle tenait en équilibre. À 23 ans, elle travaillait comme femme de chambre dans ce manoir de Boston depuis seulement 6 mois, mais elle avait appris une règle essentielle: rester invisible. Plus de champagne, table sept, aboya Madame Capelli, la gouvernante en chef, d'une voix assez aiguë pour couper du verre. Clara acquiesça et se faufila à travers la foule, le cœur battant à tout rompre. Elle n'avait jamais vu autant de personnes dangereuses dans une même pièce. Le banquet caritatif annuel de Don Alessandro Romano n'avait pas vraiment pour but la charité. Tout le monde le savait. C'était l'endroit où les familles les plus puissantes de Nouvelle-Angleterre venaient se montrer, conclure des accords et se rappeler mutuellement qui régnait sur les rues. À la table centrale était assis l'homme lui-même, Alessandro Romano, 42 ans, les cheveux poivres et cils lissés en arrière, et les yeux qui pouvaient vous glacer le sang. À côté de lui, son fils de 9 ans, Luca, picorait son dessert, l'air ennuyé dans son petit smoking. La mère du garçon était décédée 3 ans auparavant. Clara avait entendu les rumeurs, et depuis lors, Alessandro protégeait son unique enfant comme un trésor enfermé dans une cage. Papa, je peux aller jouer maintenant? La petite voix de Luca traversa la table. Après ton jus de fruits, figlio mio, répondit Alessandro sans lever les yeux de sa conversation avec le sous-chef de la famille Moretti. Clara s'approcha de la table 7 où était assis un groupe de conseillers d'Alessandro lorsqu'elle l'entendit. Une toux sèche et suffocante. Elle tourna brusquement la tête vers la table centrale. Luca était penché en avant, ses petites mains agrippées à sa gorge. Son visage prenait une teinte rouge alarmante. Il s'étouffe, cria quelqu'un. La salle s'agita. Les invités se levèrent d'un bond. 2 gardes du corps se précipitèrent vers Luca, mais Alessandre fut plus rapide, attrapant son fils par les épaules. Luca, Luca, respire. Mais quelque chose n'allait pas. Clara avait 3 petits frères de El Paso. Elle avait déjà vu des cas d'étouffement. La panique, les mains qui s'agrippent à la gorge, les halètements désespérés. Mais là, c'était différent. Luca ne haletait pas. Il était pris de convulsions. Clara baissa les yeux vers la table devant le garçon. Son assiette était vide. Son dessert était intact, mais pas son verre de jus. Elle le vit. Une fine couche huileuse flottait à la surface du jus de canneberge, reflétant la lumière du lustre comme un arc-en-ciel sur le bitume. C'était subtil, presque invisible, mais c'était là, et ça n'aurait pas dû l'être. Arrêtez. Clara s'entendit crier. Personne ne l'écouta. La pièce était en proie au chaos. Un médecin invité se frayait un chemin à travers la foule. Alessandre criait pour qu'on lui apporte sa voiture, prêt à emmener Luca à l'hôpital. Clara laissa tomber son plateau. Les coupes de champagne se brisèrent sur le sol en marbre, et le bruit du cristal qui se brisait finit par attirer l'attention de tout le monde. « Ne le bougez pas !» cria Clara en courant vers la table centrale. Ce n'est pas un étouffement, c'est du poison, car des armes apparurent instantanément, toutes pointées sur la tête de Clara. Les gardes d'Alessandro se déplacèrent comme des loups dressés, lui bloquant le passage. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» grogna Marco, le chef de la sécurité, son arme pointée sur le front de Clara. La bouche sèche, Clara s'efforça de prononcer les mots. « Le jus. Regardez son verre de jus. Il y a une huile à la surface. Elle ne devrait pas être là. Je l'ai déjà vue. Elle est folle, murmura quelqu'un. Tirez-lui dessus, dit une autre voix froidement. Mais Alejandro leva la main pour arrêter ses hommes. Ses yeux sombres se fixèrent sur Clara avec une intensité qui lui fit fléchir les genoux. Tu as 5 secondes pour t'expliquer avant que je les laisse te mettre une balle dans la tête. L'esprit de Clara tournait à toute vitesse. Pourquoi avait-elle reconnu cette brillance huileuse? Puis elle comprit. Son oncle, mécanicien au Texas, avait été empoisonné par un dégraissant moteur contaminé 2 ans auparavant.
C'était elle qui lui avait rendu visite aux soins intensifs, qui avait écouté les médecins expliquer comment certains poisons à base de pétrole laissaient exactement cette pellicule arc-en-ciel. Mon oncle, balbutia Clara, il a été empoisonné. Ça ressemblait à ça. Le médecin a dit que ça provoquait un gonflement de la gorge, des convulsions, pas un étouffement. Si vous pratiquez la RCP ou si vous le déplacez de manière incorrecte, cela empire. Il faut du charbon actif immédiatement. Oh non. Alessandro la fixa pendant 3 secondes interminables. Puis il claqua des doigts. Vincent, allez chercher le Dr. Shaw. Et que quelqu'un mette ce verre dans un sac. Ne le touchez pas à main nue. Patron, ce n'est qu'une femme de ménage. Le médecin, un homme mince portant des lunettes à monture métallique, s'approcha prudemment de Luca. Il se pencha, renifla près de la bouche du garçon, puis examina le verre que Clara avait désigné. Son visage pâlit. Elle a raison, murmura le docteur Shaw. C'est un empoisonnement chimique. Nous devons l'emmener immédiatement à l'hôpital général. Mais d'abord, il aboya des ordres à son assistant, qui courut chercher sa trousse médicale. En quelques minutes, il faisait avaler du charbon actif à Luca. Le garçon était à peine conscient, ses lèvres devenaient bleues. Clara resta figée, entourée d'armes et d'escaliers hostiles, tandis qu'elle prenait conscience de ce qu'elle venait de faire. Elle venait d'accuser quelqu'un à ce banquet d'avoir tenté d'assassiner le fils unique d'Alessandro Romano. Alessandro s'approcha d'elle, si près qu'elle pouvait sentir son eau de cologne coûteuse mélangée à la fumée de cigare. « Qui êtes-vous » demanda-t-il doucement. « Clara Martinez, monsieur. Je viens de nettoyer le 3e étage. Vous venez de sauver la vie de mon fils. » Sa voix était neutre, sans émotion, mais ses yeux brûlaient d'une flamme que Clara ne pouvait déchiffrer, ce qui signifiait 2 choses. Soit vous êtes la femme la plus courageuse de Boston, soit vous faites partie de cette histoire, quelle qu'elle soit. Avant que Clara n'ait le temps de répondre, Alessandro se tourna vers l'ensemble de la salle de bal. Sa voix trancha les murmures paniqués comme une lame. Personne ne part. Verrouillez toutes les portes, toutes les fenêtres, toutes les entrées de service. Il scruta la foule avec une fureur glaciale. Quelqu'un dans cette pièce vient d'essayer de tuer mon fils, et vous allez tous rester ici jusqu'à ce que je découvre qui c'est. Le cliquetis des serrures résonna dans le manoir. Clara sentit son estomac se nouer lorsqu'elle comprit la terrible vérité. Elle était piégée dans une maison pleine de tueurs et l'un d'entre eux venait d'essayer de commettre un meurtre. Les sirènes de l'ambulance s'estompèrent dans la nuit de Boston, emmenant Luca et le Dr. Shaw à l'hôpital général de Boston. Alessandro se tenait à l'entrée du manoir, regardant jusqu'à ce que les lumières rouges disparaissent, puis se retourna pour faire face à ses invités piégés. Son expression aurait pu geler l'enfer lui-même. « Marco, dit-il doucement, situation. » Le chef de la sécurité s'avança, tablette à la main. « Toutes les issues sont bloquées, patron. 23 gardes sont postés à chaque porte et fenêtre. Le brouilleur de téléphone portable est activé. Personne ne peut passer ou recevoir d'appel. Nous avons 207 personnes à l'intérieur, y compris le personnel. » Clara sentit les murs se refermer sur elle. Elle se tenait près de l'entrée de la cuisine, toujours entourée d'hommes armés qui n'avaient pas baissé leurs armes depuis qu'elle avait crié à propos du poison. Ses jambes tremblaient, mais elle se força à rester debout. Alessandro s'est dirigé vers le centre de la salle de bal, ses pas résonnant sur le marbre. La foule s'est écartée pour lui laisser le passage comme la mer Rouge. « Mon fils se bat pour sa vie, parce que quelqu'un ici, dit-il en marquant une pause, laissant son regard balayer chaque visage, a décidé que tuer un garçon de 9 ans était acceptable. Le silence était suffocant. « Je me fiche de qui vous êtes. Je me fiche de la famille que vous représentez. Je me fiche que vous me connaissiez depuis 30 ans. » Alejandro, la voix d'Alejandro se refroidissait à chaque mot. « Vous ne quitterez pas cette maison tant que je ne saurai pas exactement qui a bu le poison Lucas et pourquoi. » Un homme distingué en costume gris s'avança. « Vincent Caruso, Alessandro Consigliera, Don Romano, avec tout mon respect, certains de ces invités sont venus de loin, de New York même. Vous ne soupçonnez sûrement pas? Je soupçonne tout le monde, Vincent, y compris vous. » Le visage de Vincent devint livide. Des murmures parcoururent la foule. Clara vit les yeux d'Alejandro se poser à nouveau sur elle. « Faites avancer la femme de chambre. » Marco attrapa brutalement le bras de Clara et la traîna au centre de la salle de bal. 200 paires d'yeux se fixèrent sur elle comme des lasers.
Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée de sa vie. Raconte-leur ce que tu m'as dit, ordonna Alessandro, à propos du verre. La voix de Clara sortit comme un croassement. Elle s'éclaircit la gorge et réessaya. Le jus était recouvert d'une pellicule huileuse comme un reflet arc-en-ciel. C'est à cela que ressemble un certain poison lorsqu'ils sont mélangés à un liquide. Mon oncle a été empoisonné par des produits chimiques contaminés dans son garage. Le médecin me l'a montré. Comme c'est pratique. Une voix féminine retentit. Clara reconnut Francesca Romano, la sœur d'Alessandro. Elle était assise à une table voisine, ses diamants scintillants. Cette fille reconnaît justement un poison que personne d'autre n'a remarqué, au moment opportun. Que veux-tu dire, Francesca? Demanda Alessandro d'un ton menaçant. Je dis que nous devrions peut-être nous demander comment une femme de chambre lambda en sait autant sur les techniques d'empoisonnement. Francesca se leva, sa robe de créateur bruissant. Comment savoir si elle n'a pas été placée ici il y a des mois, attendant précisément cette occasion? Elle crie au poison, joue les héroïnes, et nous sommes tous censés croire que c'est une coïncidence. L'énergie de la foule changea. Clara le ressentit comme une vague physique, le soupçon se tournant vers elle. « C'est insensé, protesta Clara. Je l'ai sauvé. Si je voulais faire du mal à Luca, pourquoi l'aurais-je empêché? » Pour gagner la confiance, suggéra Vincent en se caressant le menton. C'est une vieille tactique. Créer une crise, la résoudre, devenir indispensable. Nous l'avons déjà vu dans notre monde. Alessandro leva la main pour demander le silence. Le Dr Shaw a confirmé la présence du poison avant de partir. Le verre est en cours d'analyse à l'heure où nous parlons. Ce sont des faits. Il s'est tourné vers Clara, mais Francesca soulève un point valable. Vous travaillez ici depuis 6 mois. Qui vous a embauché? Madame Capelli, balbutia Clara. J'ai postulé par l'intermédiaire de l'agence de recrutement Prestige Domestics. J'avais besoin de ce travail. Ma mère est malade. J'envoie de l'argent à ma famille au Texas. Au Texas, répéta Francesca d'un ton moqueur. Jusqu'où le cartel est-il allé pour vous placer ici? Je me le demande. Je ne fais partie d'aucun cartel, s'écria Clara. Je ne suis qu'une femme de ménage. Je nettoie les salles de bain, je change les draps et j'essaye de ne pas me faire licencier. Le téléphone de Marco vibra. Il le consulta, puis murmura quelque chose à l'oreille d'Alejandro. L'expression de Don s'assombrit davantage. Les images de vidéosurveillance, annonça Alessandro depuis les caméras de la salle de banquet. Il fit signe à un garde qui apporta un grand écran. Voyons exactement ce qui s'est passé. L'écran s'alluma, s'alluma, montrant le banquet sous plusieurs angles. Clara se regarda se faufiler parmi la foule avec des plateaux de champagne, puis la caméra se concentra sur la table de Luca. Les images montraient le verre de jus de Luca en train d'être rempli par un serveur, un membre du personnel régulier que Clara reconnut. Mais ensuite, pendant seulement 3 secondes, une silhouette en costume sombre se pencha sur la table, bloquant la vue de la caméra sur le verre. Lorsque la personne s'éloigna, elle se positionna parfaitement pour que son visage n'apparaisse jamais à l'écran. « Figez l'image », ordonna Alessandro. « Marco, dites-moi que vous pouvez identifier ce costume. » Marco fit un zoom avant, mais l'angle n'était pas bon. Seul le dos de la personne était visible. Tissu coûteux, large épaule, certainement un homme. Ça pourrait être n'importe qui, patron. Il y a au moins 40 hommes ici qui portent des costumes similaires. L'esprit de Clara tournait à toute vitesse. Elle était près de cette table. Avait-elle vu quelqu'un se pencher sur le verre de Luca? Le banquet était tellement chaotique, il y avait tellement de monde qui bougeait. « Attendez, les boutons de manchette !» Clara s'écria. « Pouvez-vous zoomer sur le poignet? » Marco le fit. Là, à peine visible sur le poignet gauche de la silhouette, il y avait un éclair doré, un bouton de manchette qui reflétait la lumière. Il avait un design distinctif, 3 cercles entrelacés. « Je les ai déjà vus, » murmura Clara. « Ce soir, je les ai vus ce soir. » Alessandro s'approcha, sa présence écrasante. « Où? » Clara ferma les yeux, essayant de se souvenir. Elle avait servi du champagne à des dizaines de personnes. Tant de visages, tant de mains tendues vers les verres. Mais ces boutons de manchette avaient attiré son attention parce qu'ils étaient inhabituels. 3 cercles comme les anneaux olympiques, mais disposés différemment. « Table 7, dit-elle soudainement. L'un de vos conseillers, je me souviens avoir trouvé le design étrange lorsque je lui ai servi du champagne. » La salle explosa de bruit.
Alessandro leva à nouveau la main et le silence retomba immédiatement. Table sept, répéta-t-il. Vincent, qui était assis à la table sept, Vincent vérifia son plan de table, et Clara vit sa main trembler légèrement. Michael Rossi, Tony Chun, Frank DeVito, et il fit une pause, et mon neveu, David Caruso, les yeux d'Alessandro se plissèrent. Amenez-les tous ici maintenant. 4 hommes entrèrent dans le cercle, tous l'air nerveux. Clara scruta leurs poignets, le cœur battant. Aucun d'entre eux ne portait les bracelets. Quelqu'un avait déjà fait disparaître les preuves. Alessandro fit aligner les 4 hommes de la table 7 comme des soldats face à un peloton d'exécution. Michael Rossi, un homme de main trapue d'une 50aine d'années. Tony Chun, le comptable de la famille, la trentaine, transpirant abondamment. Frank DeVito, un soldat vétéran aux tempes grisonnantes. Et David Caruso, le neveu de Vincent, à peine âgé de 25 ans et qui semblait sur le point de vomir. « Videz vos poches », ordonna Alessandro. Montres, bagues, boutons de manchette, tout sur la table. Les hommes obéirent, les mains tremblantes, tandis qu'ils retiraient leurs bijoux. Clara regarda les objets Tinter sur la nappe blanche. Montres en or, bagues en diamant, divers boutons de manchette. Aucun avec 3 cercles entrelacés. « Où sont-ils, David ?» demanda calmement Alessandro en s'avançant devant le neveu de Vincent. Le visage de David pâlit. « Où sont quoi, Don Romano ?»« Je ne comprends pas. Les boutons de manchette que vous portiez plus tôt dans la soirée, ceux avec 3 cercles. Je ne portais pas de boutons de manchette spéciaux. Juste ceux-ci, dit David en montrant de simples boutons en argent posés sur la table. Je le jure sur la tombe de ma mère. » Alessandro lui donna une gifle si rapide que Clara la vit à peine. David s'écroula sur le sol, le sang coulant de sa lèvre fendue. « Ta mère est bien vivante, petit salaud, » dit Alessandro froidement. « Ne jure pas sur ce que tu trahirais volontiers. » Vincent s'avança, le visage angoissé. « Alessandro, je t'en prie. David a été loyal. Il fait partie de la famille. Luca fait partie de la famille, et quelqu'un a essayé de le tuer. » Alessandro se tourna vers Marco. « Fouillez-les. Déshabillez-les s'il le faut, et trouvez ces boutons de manchette. » Pendant que les gardes fouillaient les 4 hommes, Alessandro se dirigea vers une autre table où son équipe technique s'était installée. Une jeune femme en tailleur noir. Clara la reconnut. C'était Sofia, l'experte en cybersécurité d'Alessandro, qui examinait le verre de jus empoisonné dans un sac transparent destiné aux preuves. « Parle-moi, Sofia, » dit Alessandro. Sofia ajusta ses lunettes sans lever les yeux de sa tablette. Les tests préliminaires sur le terrain confirment la présence d'extraits de laurier rose mélangés à un support pétrolier. Très toxique, provoque des symptômes en quelques minutes. Celui qui a fabriqué cela savait exactement ce qu'il faisait. Elle fit glisser son doigt sur l'écran. Mais voici ce qui est intéressant. Le verre lui-même était propre. Le poison n'était pas dedans à l'origine, ce qui signifie que quelqu'un l'a ajouté après que le jus ait été versé. Les serveurs ont rempli tous les verres à partir de la même carafe. J'ai vérifié les images de la cuisine. Le verre de Luca était propre lorsqu'il a quitté la cuisine. Alejandro serra les mâchoires. Cela s'est donc produit ici, dans la salle de bal. Quelqu'un s'est approché et a empoisonné le verre de mon fils dans une pièce remplie de témoins. C'est audacieux, acquiesça Sofia. Ou désespérante, a observé Clara depuis son coin, toujours entourée de gardes. Son esprit repassait en boucle les instants qui avaient précédé l'étouffement de Luca. Elle se frayait un chemin à travers la foule, concentrée pour ne pas renverser son champagne, essayant de rester invisible. Mais il y avait eu du mouvement près de la table centrale. Beaucoup de gens rendaient hommage à Don Romano, saluaient un Luca, faisaient de la conversation. Attendez, il y avait quelqu'un qui s'attardait, quelqu'un qui était resté près du siège de Luca plus longtemps que nécessaire, même après qu'Alessandro l'ait poliment congédié. « Excusez-moi, » dit Clara doucement. Personne ne l'entendit. L'interrogatoire devenait plus bruyant, plus violent. Marco avait maintenant plaqué Michael Rossi contre le mur et fouillait toutes les poches de sa veste. « Excusez-moi, » dit Clara plus fort. Alejandro tourna la tête. « Quoi ?» Avant que Luca ne commence à s'étouffer, il y avait quelqu'un près de son siège. Cette personne est restée là un moment, comme si elle vous parlait, mais vous vous étiez déjà détourné pour parler à quelqu'un d'autre. Alessandro s'approcha d'elle. « Qui ?» Clara ferma les yeux, essayant de se souvenir.
La foule était dense. Elle s'était approchée par la gauche, un verre de champagne à la main. La table centrale était entourée de personnes qui échangeaient des salutations. Et là, debout juste derrière la chaise de Luca, faisant semblant d'attendre qu'Alessandra lui prête attention, pendant qu'elle discutait avec le sous-chef de Moretti. Un homme grand, dit Clara lentement. Les cheveux foncés, la quarantaine peut-être. Il portait un costume bleu marine, pas noir, et il avait une grosse bague en or à la main droite. Je l'ai remarqué parce que la lumière l'a reflété quand il a passé la main au-dessus de la table. La pièce était devenue complètement silencieuse. Tout le monde la regardait maintenant. Au-dessus de la table, répéta Alessandro. Tu as vu sa main au-dessus du verre de Luca. Je n'y ai pas prêté attention sur le moment. J'ai pensé qu'il gesticulait en parlant ou qu'il attendait de vous serrer la main. Mais oui, sa main était bien là, juste au-dessus de l'endroit où était assis Lucas Juice. Alessandro se tourna pour scruter la foule. Costume bleu marine, la quarantaine, bague en or à la main droite. Avancez si cela vous correspond. Personne ne bougea. Alors Alessandro rugit. 3 hommes s'avançaient à contre-cœur dans l'espace libre. Clara les examina, le cœur battant à tout rompre. L'un était trop petit, l'autre trop vieux, mais le troisième était lui. Clara le désigna. C'est lui que j'ai vu. L'homme était Frank DeVito, l'un des 4 de la table 7. Mais Clara s'était trompée sur un point. Frank n'avait pas la quarantaine. Il avait 53 ans et était le soldat de confiance d'Alejandro depuis plus de 20 ans. Le visage de Frank ne trahissait aucune émotion. La jeune fille se trompe. Je vous ai salué, Luca et vous. Je vous ai rendu hommage, puis je suis retourné à ma table. C'est tout. Alors pourquoi, dit lentement Alessandre, avez-vous retiré votre bague? La main de Frank se porta instinctivement vers sa main droite, qui était désormais nue. Non. Vous la portez sur les images de vidéosurveillance d'il y a 1 heure. Tu ne la portes pas maintenant. Alessandre fit signe à Marco. Fouillez-le. Ils trouvèrent la bague dans la poche intérieure de la veste de Frank. Elle était en or massif et comportait une pièce de monnaie romaine incrustée. Marco la leva à la lumière et Clara vit quelque chose qui lui donna la nausée. Il y avait un minuscule résidu sous la bague, une lueur huileuse aux couleurs de l'arc-en-ciel. Frank, dit Alessandro, et sa voix était pleine d'une émotion que Clara n'avait jamais entendue auparavant. La trahison. 20 ans. Tu es avec moi depuis 20 ans. Tu as tenu Luca dans tes bras quand il est né. Tu étais à l'enterrement de Maria. Tu es le parrain de mon fils, bon sang. Frank ne dit rien, mais son silence était une confession suffisante. Pourquoi? Murmura Alessandra. Frank leva enfin les yeux et Clara vit des larmes couler sur le visage du vieux soldat. Parce qu'ils ont de ma fille. La famille à Calibri a enlevé Sofia il y a 3 semaines. Ils ont dit que si je ne faisais pas ça, ils me la renverraient en morceaux. Cette révélation fit l'effet d'une bombe dans la pièce. Des cris étouffés éclatèrent. Vincent jura en italien. Francesca se couvrit la bouche, horrifiée. Alessandro resta figé, le visage impassible. Tu aurais dû venir me voir. Ils ont dit, si je te le dis, elle meurt. Si je refuse, elle meurt. La seule façon de la sauver était de... Frank ne put finir. Il s'effondra à genoux. Je suis désolé. Que Dieu me pardonne, Alessandro. Je suis vraiment désolé. Clara se sentit mal. Ce n'était pas une simple trahison. C'était un père contraint de choisir entre un enfant et un autre. Alessandre regarda Frank longuement. Puis, il sortit son téléphone et passa un appel. Malgré le brouillard, il avait apparemment un accès prioritaire. Johnny, c'est moi. J'ai besoin que tu retrouves Sofia DeVito. Dernière localisation connue il y a 3 semaines. On suppose qu'elle a été kidnappée par Calibri. Il fit une pause. Peu m'importe si tu dois brûler la moitié de Providence. Retrouve-la vivante. Il raccrocha et regarda Frank. Je vais sauver ta fille, puis je déciderai si je te tue moi-même ou si je te laisse vivre avec ce que tu as fait. Frank DeVito fut traîné jusqu'à la cave à vin et enfermé à l'intérieur, toujours en sanglots. Alessandro se tenait au centre de la cesse de bal, les mains jointes derrière le dos, le regard perdu dans le vide. La foule restait figée, attendant sa prochaine décision. La famille Calibres, dit enfin Alessandro d'une voix grave. C'est leur coup. Ils utilisent Frank pour empoisonner Luca, affaiblir ma famille, déclencher une guerre. Il se tourna vers Vincent, envoie un message. Dis à tous nos soldats de se préparer à riposter.
Mais Francesca s'avança, sa voix tranchant la tension. Attendez, quelque chose ne colle pas. Les yeux d'Alejandro se plissèrent. Explique. Frank a eu 3 semaines pour empoisonner Luca. 3 semaines pendant lesquelles sa fille était retenue captive. Pourquoi attendre jusqu'à ce soir? Pourquoi le faire lors d'un banquet devant 200 témoins? Francesca fit un geste vers la salle. S'il voulait tuer Luca discrètement, il avait eu 100 occasions meilleures. Il est allé à la maison. Il avait accès. La foule murmura en signe d'approbation. Clara sentit une peur glaciale envahir son estomac. Peut-être qu'il n'avait pas pu le faire jusqu'à présent, suggéra Vincent faiblement. Ou peut-être, continua Francesca, son regard se posant sur Clara, Frank n'est pas la seule personne impliquée. Et peut-être que quelqu'un l'a poussé à le faire ce soir précisément. Quelqu'un qui voulait être là pour regarder. Quelqu'un qui pourrait opportunément sauver Luca à la dernière seconde et devenir un héros. L'accusation flottait dans l'air comme un gaz toxique. « Tu es folle », souffla Clara. « Je n'ai rien à voir avec ça, n'est-ce que bon? » Francesca s'approcha, tournant autour de Clara comme un requin. « Tu as immédiatement reconnu un poison rare. Tu savais exactement quoi faire. Tu passais juste par là au moment où elle s'est tournée vers Alessandro. Frère, réfléchis. Frank s'effondre en pleurs, avoue tout, nous donne un ennemi commode à blâmer. Pendant ce temps, cette fille devient la sauveuse de ton fils. Qui profite le plus de ce scénario? La famille Calibri en profite, dit Alessandro froidement. Ils ont mon parrain dans leur poche et mon fils est presque mort. Vraiment? Francesca ramassa le sac de preuves contenant le verre de jus. Où n'avons-nous que la parole de Frank pour affirmer qu'ils sont impliqués? Et si cette fille et Frank avaient tout planifié ensemble? Et si c'était elle la véritable espionne et Frank le psychopathe? Le cœur de Clara battait à tout rompre. C'est fou. Pourquoi sauverais-je Luca si je voulais sa mort? Parce que tu savais que nous allions tester la boisson, dit Francesca d'un ton suave. Tu savais que nous allions trouver le poison. Mieux vaut le découvrir soi-même et contrôler le récit que de risquer que quelqu'un d'autre le trouve et que tu deviennes suspecte. De cette façon, tu passes pour une héroïne plutôt que pour une complice. Marco s'approcha de Clara, la main posée sur son arme. D'autres gardes s'approchèrent, formant un cercle plus serré. « C'est fou », répéta Clara, mais sa voix tremblait. « Je ne connais même pas Frank DeVito. Je ne lui ai jamais parlé en dehors de lui servir des boissons ce soir. » « Quelqu'un peut-il le confirmer ?» demanda Francesca à l'Assemblée. « Quelqu'un a-t-il vu cette fille interagir avec Frank avant ce soir? » Silence. Clara regarda désespérément Madame Capelli, la gouvernante en chef, mais la vieille femme évita son regard. Alessandro observa l'échange sans expression. Finalement, il prit la parole. Sofia vérifie les antécédents de la fille. Tout. Ses dossiers professionnels, ses antécédents familiaux, ses relevés téléphoniques, ses comptes bancaires. Je veux connaître toutes les personnes à qui elle a parlé au cours des 6 derniers mois. Je m'en occupe, patronne. Sofia appela depuis son ordinateur portable. Et vérifiez sa chambre, ajouta Alessandro. Marco, prenez 2 hommes. S'il y a quoi que ce soit qui la relie à Frank ou à la famille Calibri, trouvez-le. Vous ne trouverez rien, dit Clara désespérément, parce qu'il n'y a rien à trouver. Alessandro se plaça directement devant elle. De près, Clara pouvait voir la rage qu'il contenait à peine derrière ses yeux sombres. Mais il y a autre chose qui rend les choses incertaines. Vous avez sauvé la vie de mon fils, dit-il doucement, pour qu'elle seule puisse l'entendre. C'est un fait que je ne peux ignorer. Mais vous en savez aussi trop. Vous êtes apparu exactement au bon moment. Vous avez vu des choses que personne d'autre n'a remarquées. Il fit une pause. Dans mon monde, ce genre de coïncidence fait tuer des gens. Je ne veux pas être impliqué là-dedans, murmura Clara. Je le jure sur la vie de ma mère. Ne... La voix d'Alessandro devint dure. Frank a aussi juré sur la tombe de sa mère. Les serments ne signifient rien quand des gens sont désespérés. Marco revint 20 minutes plus tard, portant une petite boîte. J'ai trouvé ça caché sous son matelas, patron. Clara sentit son sang se glacer. Elle n'avait jamais vu cette boîte auparavant. Marco l'ouvrit. À l'intérieur se trouvaient 3 photographies. La première montrait l'extérieur du manoir Romano. La deuxième montrait Luca jouant dans le jardin. La troisième montrait Alessandro lui-même sortant d'un restaurant. Des photos de surveillance.
Ce n'est pas à moi, dit Clara. Mais même à ses propres oreilles, cela semblait peu convaincant. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Quelqu'un les a placés là. Bien sûr, dit Francesca d'un ton sarcastique. Comme c'est pratique. Mais Alessandro examinait attentivement les photos. Ce sont des photos prises avec un objectif professionnel à longue portée. De bonne qualité. Ce n'est pas quelque chose qu'une femme de ménage pourrait s'offrir. Il regarda Marco. Autre chose? De l'argent liquide, 5 000 $ cachés dans une enveloppe. Clara avait l'impression de se noyer. C'est l'argent de ma mère, je l'ai économisé. Je peux vous montrer mes relevés bancaires. Sofia. Appela Alessandro. L'experte en cybersécurité leva les yeux de son écran. Son compte bancaire montre des dépôts réguliers correspondant à son salaire. Pas de retrait important, pas de virement suspect. Les 5 000 $ en espèces ne sont apparaissent nulle part dans son historique financier. Parce qu'ils sont légitimes, s'écria Clara. Je les ai économisés grâce aux pourboires gagnés en faisant des doubles gardes. Alessandro leva la main pour lui demander de se taire. Il fixa Clara pendant un long moment et elle vit la guerre qui se livrait derrière ses yeux. Son fils était en vie grâce à elle, mais tout le reste indiquait qu'elle était impliquée dans quelque chose de plus sombre. Enfermez-la dans sa chambre d'amis au 3e étage. Alessandro est finalement ordonné à 2 gardes de surveiller la porte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Elle ne sort pas. Elle ne passe pas d'appel. Elle ne parle à personne sauf à moi. Alessandro, tu devrais. Francesca commença. Assez. La voix d'Alessandro claqua comme un coup de fouet. Elle a sauvé Luca jusqu'à ce que je sois certain de sa culpabilité. Elle reste en vie et indemne. Mais elle reste enfermée. Il se retourna vers Clara et son expression s'adoucit de manière presque imperceptible. Si tu es innocente, la vérité éclatera. Si tu ne l'es pas, il ne termina pas sa phrase. Marco attrapa le bras de Clara. Alors qu'elle était entraînée vers les escaliers, elle croisa une dernière fois le regard d'Alejandro. « Je l'ai sauvé, dit-elle simplement. C'est la seule vérité qui compte. » Alessandro ne répondit pas. Il la regarda simplement disparaître dans l'escalier, le visage impassible. Dans la cave à vin en dessous, Frank DeVito était assis dans l'obscurité, serrant une photo de sa fille dans ses mains, priant pour qu'elle et Luc survivent à cette nuit. Et quelque part dans le manoir, la personne qui avait placé ces photos dans la chambre de Clara souriait, sachant que le plan fonctionnait à merveille. La chambre d'amis au 3e étage était plus agréable que l'appartement de Clara à El Paso, mais elle lui donnait l'impression d'être en prison. Une moquette épaisse, un lit à baldaquin avec des draps en soie et une salle de bain attenante avec des comptoirs en marbre. Tout cela n'avait aucun sens lorsque 2 gardes armés se tenaient devant la porte verrouillée. Clara était assise sur le bord du lit, la tête entre les mains. Il y a 24 heures, elle s'inquiétait de se souvenir quelle fourchette utiliser lors du banquet. Maintenant, elle était accusée d'avoir tenté d'assassiner un enfant. Son téléphone avait été confisqué, ses affaires fouillées, même son chapelet, celui de sa mère, avaient été examinés à la recherche de compartiments secrets avant de lui être rendus. Elle pria quand même, les grains glissant entre ses doigts tremblants. En bas, le banquet s'était transformé en salle de guerre. Les hommes d'Alejandro passaient des coupes de fil, élaboraient des stratégies, se préparaient au conflit avec la famille Calibris. Les invités avaient finalement été libérés après un interrogatoire approfondi. Chacun d'entre eux avait été averti que parler des événements de la soirée serait considéré comme une déclaration de guerre. Mais Alessandro n'était pas avec ses soldats. Il était dans sa voiture, fonçant vers l'hôpital général de Boston. L'appel était arrivé 20 minutes plus tôt. Luca était réveillé. Alessandro avait fait irruption dans la chambre d'hôpital pour trouver son fils assis dans son lit, l'air petit et fragile dans une blouse d'hôpital trop grande pour lui. Des fils étaient reliés à ses bras maigres. Les moniteurs émettaient des bips réguliers, mais ses yeux étaient ouverts et lorsqu'il vit son père, il sourit. Le sang-froid de papa Alessandro, le contrôle de fer qui l'avait aidé à surmonter la trahison de Frank, l'interrogatoire de Clara, tout ce qu'il avait traversé finit par céder. Il traversa la pièce en 3 enjambées et serra Luca dans ses bras, en prenant soin de ne pas déranger l'équipement médical. « Figlio mio » murmura Alessandro, la voix brisée. « Mon garçon, mon courageux garçon. »« Je vais bien, papa, » dit Luca, bien que sa voix fût faible. Le docteur a dit que la dame m'avait sauvé, la femme de chambre. Alessandro s'écarta pour observer le visage de son fils. Clara, elle s'appelle Clara.
Elle a été très intelligente, continua Luca, les yeux brillants malgré son épuisement. Elle a vu le poison alors que personne d'autre ne l'avait vu. Même oncle Vincent ne l'avait pas vu. Même tante Francesca, toussa-t-il, et Alessandro serait dit, mais cela passa rapidement. C'est une héroïne, n'est-ce pas, papa? Comme dans les films, le docteur Shaw entra dans la pièce, un bloc-notes à la main. Don Romano, je suis heureux que vous soyez là. Luca réagit bien au traitement. Le charbon actif a empêché la plupart du poison d'entrer dans son sang. Encore quelques minutes et il n'a pas fini. Mais ce n'était pas nécessaire. Quand pourra-t-il rentrer à la maison? Demanda Alessandro. Encore 2 jours d'observation. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas de lésions organiques. Le docteur Shaw sourit à Luca. Mais ce jeune homme est résistant. Il va s'en sortir. Après le départ du médecin, Luca a saisi la main de son père. Papa, je peux te poser une question? Tout ce que tu veux. Ma mademoiselle Clara va bien? Les gardes ne lui ont pas fait de mal, n'est-ce pas? Alejandro a serré les mâchoires. Elle est en sécurité. Elle est à la maison. Bien. Luca se cala contre ses oreillers, car elle m'a sauvé. J'ai entendu ce qui s'est passé après que je sois tombé malade. Tante Francesca a dit à oncle Vincent que Clara était peut-être méchante. Mais elle n'est pas méchante, papa. Elle m'a sauvé. Luca, parfois, les choses sont plus compliquées qu'elles n'y paraissent. Elle m'a sauvé, insista Luca, sa voix devenant plus forte malgré sa faiblesse. Je me fiche de ce que dit tante Francesca. Je me fiche de ce que disent les autres. Clara a vu le poison et elle l'a arrêté. Elle est gentille. Alessandre regarda son fils, âgé de 9 ans, mais qui, à ce moment-là, parlait avec une clarté qui dissipait tous les doutes et les soupçons. Les enfants voyaient le monde simplement, le bien et le mal, le vrai et le faux. Pas de politique, pas d'intention cachée. « Tu y crois vraiment? » demanda Alessandro doucement. « Je le sais, » répondit Lucas fermement. « Quand je suis tombé malade, quand tout est devenu sombre et effrayant, j'ai entendu sa voix. Elle criait à tout le monde d'arrêter, de ne pas me bouger. Elle avait l'air effrayée, pas pour elle-même. Pour moi, dit-il en levant les yeux vers son père, avec les yeux de Maria, les yeux de sa défunte mère. Les méchants ne parlent pas comme ça, papa. C'est toi qui me l'as appris. Tu m'as dit que je devais toujours écouter mon instinct à propos des gens. Alessandro sentit quelque chose bouger dans sa poitrine. Son fils innocent et pur, avait plus confiance en une servante qu'il connaissait à peine qu'en les membres de sa famille qui l'avaient élevé. Oncle Frank a essayé de me faire du mal, continua Luca. Des larmes se formèrent dans ses yeux. Oncle Frank, qui m'a appris à faire du vélo, qui joue aux échecs avec moi le dimanche, il fait partie de la famille et il a essayé de m'empoisonner. Une larme coula sur sa joue, mais Clara, qui ne fait que nettoyer notre maison, a tout risqué pour me sauver. Alors peut-être que la famille n'est pas une question de sang. Peut-être que c'est une question de savoir qui est là quand on a besoin de lui. Ces mots frappèrent Alessandro comme un coup physique, sorti de la bouche d'un enfant. Il pensa à Frank, son parrain de confiance, son frère d'armes depuis 20 ans, qui avait assisté à son mariage, qui avait été là à la naissance de Luca. Frank avait essayé de tuer son fils. Puis il pensa à Clara, une pauvre femme de ménage du Texas qui avait laissé tomber son plateau, crié sur des hommes armés et risqué une balle dans la tête pour sauver un enfant qu'elle connaissait à peine. Le sang contre l'action, la loyauté contre la preuve. Papa. La petite voix de Luca, le ramena à la réalité. S'il te plaît, ne fais pas de mal à mademoiselle Clara. S'il te plaît. C'est grâce à elle que je suis encore là. Alessandro passa la main dans les cheveux de son fils. Repose-toi, Figlio. Nous en reparlerons demain. Promette-moi, papa. Promette-moi que tu ne lui feras pas de mal. Alessandro regarda ses yeux confiants, ses yeux qui avaient vu la trahison de sa famille et l'héroïsme d'un étranger, et sentit les fondations de son monde vaciller. « Je te le promets, dit-il doucement. » Après que Luca se fut endormi, Alessandro se tint à la fenêtre de l'hôpital, regardant la ligne d'horizon de Boston. Son téléphone vibra. Un SMS de Sophia. « J'ai trouvé quelque chose, tu dois voir ça. » Mais au lieu de se précipiter, Alessandro resta un moment de plus, regardant son fils dormir. Les paroles de Luca résonnaient dans son esprit. Peut-être que la famille n'est pas une question de sang. Peut-être que c'est une question de savoir qui est là quand on a besoin d'eux,
Frank était lié par le sang et l'avait pourtant trahi. Clara n'avait aucun lien avec eux et s'était pourtant battue pour sauver la vie de Luca. Pour la première fois de sa carrière, Alessandro Romano se surprit à remettre en question tout ce sur quoi il avait bâti sa vie. Les codes familiaux, les semences de sang, les liens sacrés de l'organisation. Que signifiait-il lorsqu'un parrain pouvait empoisonner son filleul? Et que signifiait-il lorsqu'un étranger se révélait plus loyal que la famille? Il prit une décision. Quoi que Sophia ait trouvé, quelles que soient les preuves existantes, il les examinerait avec un regard neuf. Non pas en tant que chef protégeant son empire, mais en tant que père honorant la sagesse de son fils. Car Luca avait raison sur un point. Clara était apparue au moment où cela comptait le plus. Maintenant, Alessandre devait découvrir pourquoi. Clara se réveilla en sursaut à 2h47 du matin au bruit de sa porte qui s'ouvrait. Pendant un instant, elle crut avoir rêvé. La pièce était plongée dans l'obscurité. Seule une fine bande de lumière lunaire filtrait à travers les rideaux. Mais ensuite, elle l'entendit, le frottement du tissu contre le tissu. Des pas sur la moquette. Quelqu'un était à l'intérieur. Son cœur se mit à battre à tout rompre. Elle resta parfaitement immobile, ses yeux s'habituant à l'obscurité. À travers ses paupières entr'ouvertes, elle vit une ombre se déplacer dans la pièce. Grande, large d'épaules, elle se dirigeait vers son lit dans un silence délibéré. L'esprit de Clara s'emballa. Les gardes devant sa porte. Pourquoi n'avaient-ils pas arrêté cette personne? À moins qu'il n'ait été payé ou tué. La silhouette atteignit le côté de son lit. Le clair de lune refléta l'éclat du métal, un couteau. Son instinct lui criait de rester immobile, de faire semblant de dormir. Mais ses 3 jeunes frères lui avaient appris quelque chose d'utile en grandissant dans un quartier difficile d'El Paso. Quand quelqu'un s'en prend à vous avec une arme, la surprise est votre seul avantage. Elle roula brusquement sur la gauche au moment où le couteau plongeait, déchirant l'oreiller où sa tête se trouvait quelques secondes plus tôt. Des plumes explosèrent dans les airs. Clara heurta le sol et se précipita vers la salle de bain, hurlant à plein. L'assassin était rapide, plus rapide qu'elle ne l'avait prévu. Une main gantée l'attrapa par la cheville et la tira en arrière. Les doigts de Clara trouvèrent dans la lampe de chevet et elle la balança à l'aveuglette. La lourde base heurta quelque chose de solide. La prise sur sa cheville se relâcha. Elle se libéra d'un coup de pied et se précipita vers la salle de bain, claquant la porte et la verrouillant juste au moment où le corps de l'assassin s'écrasait contre elle. Le cadre en bois trembla, mais tint bon. « À l'aide !» hurla Clara. « Que quelqu'un m'aide !» La porte trembla à nouveau, puis encore. Au 3e impact, la serrure commença à céder. Clara regarda frénétiquement autour d'elle. La salle de bain n'avait pas de fenêtre, seulement du marbre, des miroirs et une baignoire. Elle était piégée. Son regard se posa sur le couvercle du réservoir des toilettes, en céramique épaisse. Elle s'en empara juste au moment où la porte explosait vers l'intérieur. L'assassin entra rapidement, le couteau levé. Clara brandit le couvercle du réservoir de toutes ses forces. Il frappa le poignet de l'agresseur avec un craquement écœurant. Le couteau tomba sur le carrelage, mais l'assassin ne s'arrêta pas. Un coup de poing frappa Clara dans les côtes, lui coupant le souffle. Elle tomba lourdement, la douleur lui brouillant la vue. À travers ses yeux larmoyants, elle vit l'assassin ramasser le couteau tombé par terre. Puis la salle de bain se remplit de coupes de feu. Marco se tenait dans l'embrasure de la porte, son arme à la main, 2 balles dans la poitrine de l'assassin. La silhouette s'effondra sur le sol. D'autres gardes envahirent la pièce, armes levées, criant des ordres. Clara s'assit contre la baignoire, haletant, tout son corps tremblante. Marco retira le masque de ski du visage de l'assassin. C'était l'un des gardes qui était posté devant la porte de Clara. Bon sang. Marco respira. Il appuya sur le bouton de sa radio. « Patron, nous avons un problème. Quelqu'un vient d'essayer de tuer la fille. » Alessandro arriva 15 minutes plus tard, toujours vêtu des habits qu'il portait à l'hôpital. Il observa la scène avec une fureur glaciale. La porte détruite, les plumes partout, le sang sur le carrelage de la salle de bain, et Clara assise sur le lit, enveloppée dans une couverture. Un médecin examinait ses côtes contusionnées. « Parle », ordonna Alessandro à Marco. « Tommy Ricci », répondit Marco en désignant le garde-mort. Il était avec nous depuis 3 ans, un bon soldat, aucun signe avant-coureur. Il était posté devant sa porte avec Davis.
Nous avons trouvé Davis inconscient dans le placard du couloir, assommé, mais pas mort. Richie a dû attendre que Davis aille se soulager, puis il a agi. Alessandre regarda le couteau qui gisait toujours sur le sol de la salle de bain. Ce n'est pas l'arme d'un garde. C'est une lame d'assassin, de l'acier italien sur mesure. Quelqu'un l'a engagé, dit Sophia, apparaissant dans l'embrasure de la porte avec sa tablette. Je viens de pirater le téléphone de Richie. Il a reçu un virement bancaire de 50 000 il y a 3 heures. Compte offshore, fortement crypté. Celui qui l'a payé savait ce qu'il faisait. Alessandro plissa les yeux. 50 000 pour tuer une femme de chambre. Ce n'est pas ce qu'on paye pour faire taire un complice. C'est ce qu'on paye pour éliminer un témoin. L'implication s'installa dans la pièce comme un épais brouillard. Si Clara faisait partie du complot d'empoisonnement, poursuivit Sophia, pourquoi quelqu'un paierait-il pour la tuer maintenant? Frank est déjà arrêté. La responsabilité est déjà attribuée. À moins que, à moins qu'elle ne soit pas coupable, termina Alessandro. À moins que quelqu'un ait voulu nous faire croire qu'elle était impliquée et qu'il ait maintenant peur qu'elle découvre la vérité. Francesca apparut à la porte, vêtue d'une robe de chambre en soie, le visage empreint d'irritation. Alessandro, c'est quoi tout ce bruit? Certains d'entre nous essaient de... Elle s'interrompit en voyant la scène. Que s'est-il passé? Quelqu'un a essayé de tuer Clara, dit Alessandro d'un ton neutre. Eh bien, répondit Francesca d'un ton froid. Peut-être que Frank avait des complices qui sont en train de régler les derniers détails. Francesca, dit Alessandro calmement, d'un ton menaçant, si Clara travaillait avec Frank, il n'aurait aucune raison de la tuer. Elle ferait partie des leurs. Le fait que quelqu'un veuille sa mort m'en dit long. Ou alors c'est du théâtre, rétorqua Francesca. Elle a mis en scène une attaque pour se donner l'air innocent. Nous n'avons que sa parole pour croire que c'était réel. Nous avons un cadavre, intervint Marco. C'est plutôt réel. Alessandro prit une décision. Marco, vide la chambre à côté de la mienne. Installe Clara là-bas ce soir. Le silence se fit dans la pièce. Tu n'es pas sérieux. Francesca désigna la suite parentale. Alessandro, c'est une servante. C'est quelqu'un qui a sauvé mon fils et qui a failli mourir ce soir à cause de cela. La voix d'Alessandro ne laissait aucune place à la discussion. Elle restera dans la chambre à côté de la mienne, avec mes gardes personnels à la porte. Personne ne s'approchera d'elle sans mon autorisation. C'est de la folie. Francesca finit par perdre son sang-froid. Tu élèves une domestique au rang de membre de la famille à cause d'une histoire larmoyante. Quel message cela envoie-t-il aux autres? Cela envoie le message que la loyauté compte plus que les liens du sang, dit Alessandro, et Clara entendit dans sa voix l'écho des paroles de Luca. Cela envoie le message que je protège les personnes qui protègent ma famille. Il se tourna vers Clara, qui le regardait avec de grands yeux. Pouvez-vous marcher? Clara acquiesça d'un signe de tête tremblant. Marco, escortez-la jusqu'à sa nouvelle chambre. Placez 4 gardes en qui vous avez une confiance absolue. Personne ne doit entrer ou sortir à part moi ou le Dr. Shaw. Il marqua une pause. Et trouvez-lui de vrais vêtements, quelque chose de chaud. Elle tremble depuis 10 minutes. Alors que Marco aidait Clara à se relever, elle a croisé le regard d'Alejandro. Merci, a-t-elle murmuré. L'expression d'Alejandro s'est adoucie de manière presque imperceptible. Mon fils dit que vous êtes une héroïne. Quelqu'un a très peur que vous lui donniez raison, a-t-il dit en désignant l'assassin mort. Découvrez qui a payé Richie. Je veux des noms avant le lever du soleil. Après que Clara eut été escortée dehors, Francesca se tourna vers son frère. Tu fais une erreur. Tu laisses ta culpabilité envers Luca obscurcir ton jugement. Peut-être, admit Alessandre. Ou peut-être que je vois enfin clair, dit-il en regardant sa sœur avec des yeux qui avaient vu trop de trahison en une seule nuit. Quelqu'un dans notre cercle joue un jeu plus profond. Frank n'était qu'un pion. Clara n'est qu'un témoin. Le véritable joueur est toujours là, dehors, et il vient de montrer son jeu. Il passa devant Francesca pour se diriger vers la porte, puis s'arrêta. « Oh, et ma sœur, s'il arrive quoi que ce soit à Clara sous ma protection, je supposerais que tu y es pour quelque chose. Considère cela comme ton seul avertissement. » Francesca resta seule dans la chambre d'amis saccagée, la rage rayonnant de tous ses pores. En bas, Clara fut escortée jusqu'à la suite principale, un endroit où les domestiques n'allaient jamais. En entrant dans sa nouvelle chambre, elle réalisa quelque chose de terrifiant. Elle n'était plus seulement un témoin.
Elle était un appât. 2 jours plus tard, Luca rentra de l'hôpital. La maison Romano éclata dans une célébration prudente. Prudente, car Alessandro avait triplé la sécurité, installé de nouvelles caméras dans chaque couloir et ordonné que chaque repas soit goûté par un goûteur. La maison qui avait autrefois été un foyer fonctionnait désormais comme un complexe militaire. Clara regardait depuis le palier du 2e étage, tandis que Luca était porté à l'intérieur par son père. Les bras du garçon étaient étroitement enroulés autour du cou d'Alejandro. Malgré l'assurance du médecin que Luca pouvait marcher, Alessandro refusa de le poser avant d'avoir atteint sa chambre. Mademoiselle Clara. La voix de Luca retentit lorsqu'il l'aperçut. Papa, regarde, Mademoiselle Clara est toujours là. Alessandro leva les yeux et croisa le regard de Clara. Une expression indéchiffrable passa sur son visage. Oui, dit-il doucement, Frantin. Elle va rester avec nous pendant quelque temps. Bien, dit Lucas avec fermeté. C'est mon ami maintenant. Le cœur de Clara se serra. Au cours des 3 jours qui avaient suivi l'empoisonnement, elle avait été traitée de suspecte, avait failli être tuée et avait été transférée dans une prison de luxe. Mais ce garçon de 9 ans sens, qui avait toutes les raisons d'avoir peur de tout le monde, avait décidé qu'elle était son amie. Ce soir-là, le dîner fut servi dans la suite de Luca. Alessandro l'avait ordonné, refusant de laisser son fils manger dans la salle à manger officielle tant que l'enquête n'était pas terminée. Mais lorsque le repas arriva, Lucas fixa son assiette comme si elle allait le mordre. « Luca, dit doucement Alessandro. « Tu dois manger, dit le docteur Shaw. Et si c'était encore empoisonné? » La voix de Luca était faible, effrayée. Et si oncle Frank n'était pas le seul? Et si quelqu'un d'autre voulait me faire du mal? Alessandro serra les mâchoires. C'était l'effet que la trahison avait sur les enfants. Elle leur apprenait à craindre le monde. « Je l'ai fait tester, » lui assura Alessandro. Marco a regardé la préparation. J'ai demandé à quelqu'un de le goûter avant. C'est sans danger, je te le promets. Mais Luca repoussa son assiette, les larmes aux yeux. « Je ne peux pas, papa. Je suis désolé. Je ne peux vraiment pas. » Clara, qui se tenait tranquillement dans un coin, conformément aux ordres d'Alessandro de rester près de lui, s'avança. « Je peux ?» demanda-t-elle à Alessandro. Il acquiesça. Clara s'assit sur le bord du lit de Luca et prit sa fourchette. Elle piqua un morceau de poulet, le porta à ses lèvres et le mangea. Puis un peu de purée. Puis un haricot vert. « Tu vois, dit-elle en souriant à Luca, c'est délicieux et tout à fait sans danger. » Luca l'observait attentivement. « Tu n'as pas peur? »« Non. Et tu sais pourquoi? Parce que ton papa est l'homme le plus intelligent et le plus prudent que j'ai jamais rencontré. S'il dit que c'est sans danger, c'est sans danger. Mais et si? Et si? » Clara l'interrompit gentiment. « Et si on mangeait ensemble? À chaque bouchée que je prends, tu prends la même. Comme ça, si quelque chose ne va pas, ce qui n'arrivera pas, on le saura tous les deux. » Luca réfléchit à cette proposition, puis il acquiesça lentement. Pendant les 20 minutes qui suivirent, Clara et Luca mangèrent ensemble, bouchée après bouchée. Alessandro les observait depuis sa chaise près de la fenêtre, le visage impassible, mais les yeux rivés sur Clara. Cela devint leur routine. À chaque repas, Clara s'asseyait avec Luca, goûtait tout d'abord, puis mangeait avec lui. Elle lui racontait des histoires sur son enfance au Texas, sur les frasques de son frère, de la fois où elle avait essayé de réparer une voiture et s'était retrouvée couverte d'huile de moteur. Luca rit pour la première fois depuis l'empoisonnement lorsque Clara décrivit comment son plus jeune frère Miguel s'était coincé la tête dans une clôture. « Les pompiers ont dû venir ?» demanda Luca en gloussant. « Pire que ça ?» répondit Clara avec un air faussement sérieux. « Ma mère a dû venir et elle a apporté son chalumeau qu'elle utilisait quand elle travaillait dans le bâtiment. Je te jure que c'est vrai. Miguel a eu une coupe de cheveux bizarre pendant 3 mois après ça. » Alessandro écoutait ces histoires depuis sa place près de la fenêtre ou de la porte, toujours présent, toujours observateur. Il voyait à quel point la présence de Clara calmait son fils, comment les cauchemars de Luca diminuaient lorsqu'elle lui faisait la lecture avant de se coucher, comment le garçon qui avait peur de manger finissait désormais son assiette juste pour suivre son rythme. Le 4e soir, après que Luca se soit endormi, Alessandro prit enfin la parole. «
Vous êtes doué avec lui, dit-il doucement. Clara rassemblait les assiettes du dîner, se préparant à partir. C'est un enfant adorable, répondit Clara. Il mérite de se sentir en sécurité. À cause de Frank, ce n'est pas le cas. Il a peur de sa propre famille maintenant. Clara posa les assiettes et se tourna vers Alessandro. Alors montre-lui que tout le monde ne le trahira pas. Fais-lui voir que certaines personnes tiennent leurs promesses, comme toi, corrigea Clara. Tu promets de le protéger. C'est ce que tu fais. Il le voit. Même s'il a peur, Alessandro se leva et s'approcha. Dans la lumière tamisée de la chambre de Luca, avec son fils qui dormait paisiblement pour la première fois depuis des jours, il semblait différent. Moins comme un mafieux et plus comme un père fatigué portant le poids du monde. Je t'ai mal jugé, admet-il. Quand Francesca t'a accusé, une partie de moi l'a cru. Dans mon monde, la gentillesse est généralement une arme. La loyauté est souvent un mensonge. Et maintenant, je te regarde manger des nuggets de poulet en forme de dinosaure pour faire rire mon fils. Je te regarde vérifier s'il y a des monstres sous son lit. De vrais monstres, pas des monstres métaphoriques. Je te regarde lui donner le genre d'attention que ses propres parents ne prennent pas la peine de lui donner. La voix d'Alessandro baissa d'un ton. Soit tu es la meilleure actrice que j'ai jamais rencontrée, soit tu es exactement celle que tu sembles être. Je suis une femme de ménage d'El Paso qui a eu de la chance, répondit simplement Clara. J'ai vu quelque chose qui n'allait pas et j'ai dit quelque chose. C'est tout. Ce n'est pas tout. Alessandro fit un geste vers Luca. Tu lui as rendu son enfance, même si ce n'était que pour quelques heures à la fois. Clara sentit ses joues s'empourprer. N'importe qui l'aurait fait. Non, l'interrompit fermement Alessandro. Ce n'est pas vrai. Ma sœur lui rend visite pendant 5 minutes et lui fait la leçon sur la force. Mes conseillers lui envoient des cadeaux coûteux et ne lui rendent jamais visite. Vincent ne peut pas le regarder sans se sentir coupable parce que son neveu travaillait avec Frank. Il fit une pause. Mais toi, tu t'assois par terre avec lui et tu construis des Legos. Tu le laisses te battre aux dames. Il m'a battu à la loyale. Et tu lui donnes l'impression d'être un enfant normal plutôt qu'un héritier de la mafia qui a survécu à une tentative de meurtre. Les yeux sombres d'Alessandro plongèrent les siens. Cela demande du courage. Un courage différent de celui dont tu as fait preuve au banquet. Mais c'est du courage quand même. Avant que Clara n'ait le temps de répondre, Lucas remua dans son sommeil en marmonnant quelque chose. Les deux adultes se figèrent. Clara se précipita instinctivement vers son lit et repoussa ses cheveux de son front. Le garçon se calma, un petit sourire aux lèvres. Alessandre observa ce simple geste, cette tendresse de la part d'une femme qui ne leur devait rien, et sentit quelque chose se fissurer dans les murs qu'il avait érigés autour de son cœur. « Restez, dit-il soudainement. Clara leva les yeux, perplexe. « Je suis désolé. Quand tout cela sera terminé, quand nous aurons attrapé le responsable, restez. » La voix d'Alejandro était rauque. Pas comme domestique, il cherchait ses mots, comme un membre de la famille. Luca a besoin de quelqu'un comme vous. Quelqu'un qui le voit comme un enfant, pas comme un héritier. Clara écarquilla les yeux. Monsieur Romano, je ne pense pas. Ne répondez pas maintenant, dit rapidement Alessandro. Réfléchis-y simplement. Il quitta la pièce avant que Clara n'ait pu répondre, la laissant debout dans l'obscurité, le cœur battant, se demandant comment sa vie avait pu changer aussi radicalement en moins d'une semaine. Devant la porte, Alessandro s'appuya contre le mur et ferma les yeux. Il était en train de tomber amoureux d'elle, la pauvre femme de chambre qui avait sauvé son fils. La femme qui n'avait aucune raison de s'en soucier, mais qui s'en souciait quand même. C'était dangereux, stupide, complètement contraire à tout ce que représentait son monde. Mais en la regardant avec Luca, Alessandro réalisa quelque chose de terrifiant. Il s'en fichait désormais. Une semaine passa. Les hommes d'Alessandro retrouvèrent une Sofia De Vito dans un entrepôt de Providence, vivante mais traumatisée. Frank était toujours en détention, brisé, dans son jugement. La famille Calabrese niait toute implication, ce qui signifiait soit qu'il mentait, soit que quelqu'un utilisait leur nom pour couvrir ses traces. Alejandro décida qu'il était temps de revenir à la normale, ou du moins d'en donner l'apparence. Il ordonna un dîner familial dans la salle à manger principale, une démonstration de force, un message indiquant que la famille Romano ne se cacherait pas. « C'est une mauvaise idée »,
avertit Marco tandis que le personnel dressait la longue table en acajou. Nous ne savons toujours pas qui a payé Richie pour tuer la fille. Qui que ce soit, il est toujours en liberté. C'est exactement pour cela que nous faisons cela, répondit Alessandre. Pour le débusquer, pour leur faire croire que nous sommes passés à autre chose, que nous sommes à nouveau à l'aise. Les gens à l'aise font des erreurs. Clara se tenait dans un coin de la chambre de Luca, l'aidant à enfiler une chemise boutonnée. Le garçon s'était attaché à sa présence, refusant d'aller où que ce soit dans la maison sans elle à ses côtés. « Est-ce que je dois aller au dîner ?» demanda Luca à voix basse. « Il y aura beaucoup de monde. »« Ton papa veut que la famille soit réunie, » dit Clara doucement en s'agenouillant pour ajuster son col. « Mais je serai là, d'accord? Je ne vais nulle part. »« Promis, » dit Clara en tendant son petit doigt. « Promis. » Luca accrocha son petit doigt au sien et parvint à sourire. La salle à manger était remplie de monde. Vincent et sa femme, Francesca, et son mari Marco Biani, plusieurs conseillers principaux et des cousins de la famille élargie. Au total, 20 personnes se regardaient avec plus ou moins de méfiance. Alessandro était assis en bout de table, avec Luca à sa droite. Clara se tenait debout derrière la chaise de Luca, sans s'asseoir avec la famille, mais plus près qu'aucun domestique n'avait jamais été autorisé à le faire. Les yeux de Francesca brûlaient de ressentiment. Alessandre veut vraiment que la domestique reste près de nous pendant le dîner. C'est inconvenant. Clara reste, dit Alessandro d'un ton sec. Luca veut qu'elle reste. Le premier plat arriva. Une salade César préparée par le chef privé de la famille Romano, un homme capricieux nommé Geppe qui travaillait pour eux depuis 15 ans. Les goûteurs avaient déjà goûté tous les plats dans la cuisine, mais Alessandro avait ordonné à Clara de goûter également les portions de Luca. Clara prit une petite bouchée de la salade de Luca. Fraîche, croquante, parfaitement normale. Elle acquiesça et Luca commença à manger. La conversation se déroulait de manière maladroite autour de la table. Vincent parlait d'affaires. Francesca se plaignait d'un gala de charité. Les cousins discutaient de sport, mais Clara observait. Elle avait appris au cours de la semaine qu'elle avait passé dans ce milieu, que le danger portait des costumes coûteux et souriait tout en planifiant votre mort. Le plat principal arriva, Ubuo, l'un des plats préférés de Luca. Les serveurs placèrent des assiettes identiques devant chaque convive, et le riche arôme de la viande braisée emplit la pièce. Clara tendit la main vers l'assiette de Luca pour goûter, mais quelque chose la fit hésiter. La sauce, l'ossobuco de tous les autres était recouvert d'une sauce brune riche et épaisse, mais celle de Luca avait un éclat légèrement différent, presque huileux, comme « Stop !» cria Clara en s'emparant de l'assiette de Luca juste au moment où il allait prendre sa fourchette. La salle fut plongée dans le chaos. Les gardes dégainèrent leurs armes. Alejandro se leva d'un bond. « Que se passe-t-il » demanda Francesca. Clara leva l'assiette de Luca à la lumière. « Regardez la sauce. Elle est différente de celle des autres. » Alessandre fit le tour de la table pour comparer les assiettes. Son visage pâlit. Clara avait raison. La sauce de Luca avait cet éclat arc-en-ciel révélateur, presque invisible à moins de savoir où le chercher. Tout le monde s'éloigne de la table, ordonna Alessandro d'une voix d'un calme mortel. Marco appela alors l'équipe médicale. Le docteur Shaw arriva en quelques minutes avec Sofia et son équipement de test. La salle observa dans un silence tendu l'analyse de l'assiette de Luca. « Encore du laurier rose », confirma le docteur Shaw d'une voix grave. Le même poison que précédemment mélangé à la sauce. Une dose concentrée. S'il avait mangé cela, il ne serait pas arrivé à l'hôpital. La salle s'est mise en ébullition. Les accusations ont fusé. Francesca a pointé Clara du doigt. Comment savait-elle où regarder? Comment savait-elle exactement où regarder? Parce que je surveille, a rétorqué Clara, sa peur se transformant en rage. Parce que quelqu'un a déjà essayé de le tuer une fois, et Jen ne laisserait pas cela se reproduire. Alessandro frappa du poing sur la table, et le bruit sec de la détonation fit taire tout le monde. Assez. Son regard balaya la pièce avec une intention meurtrière. Il y a un traître sous mon toit. Pas seulement sous mon toit, mais à ma table familiale. Il désigna les portes de la cuisine. Marco boucle la cuisine. Personne n'entre ni ne sort. Je veux que tous ceux qui ont touché à cette nourriture soient interrogés. Tous ceux qui ont eu accès aux assiettes déjà remplies.
Patron, Alessandro se tourna vers sa famille. Ce n'était Frank. Frank est enfermé dans une cellule. Ce n'est pas la famille Calibri qui a agi. C'est quelqu'un ici, quelqu'un qui a mangé avec nous ce soir, qui a regardé mon fils dans les yeux, qui a souri et fait la conversation tout en prévoyant de l'empoisonner. Le visage de Vincent était devenu blanc. Alessandro, vous ne pensez sûrement pas que c'est l'un d'entre nous. Je ne sais pas quoi penser, rugit Alessandro. Mon parrain m'a trahi. Quelqu'un dans mon organisation a engagé un assassin. Et maintenant, quelqu'un à cette table vient d'essayer d'assassiner mon fils pour la deuxième fois. Il attrapa l'assiette empoisonnée de Luca. Cela ne venait pas de la cuisine contaminée. Jeppe travaille avec nous depuis 15 ans. Les goûteurs ont tout vérifié. Cela a été ajouté ici, à cette table, dans cette pièce. Sophia apparut à ses côtés. Patron, je dois vous montrer quelque chose. Elle afficha les images de vidéosurveillance sur sa tablette. L'angle montrait la salle à manger vue d'en haut, la longue table et tous ses occupants. Lorsque les serveurs ont apporté le plat principal, tout le monde semblait normal. Mais ensuite, une main s'est tendue à travers la table, rapide comme l'éclair, pendant que les serveurs étaient distraits. L'image était granuleuse, mais on pouvait voir quelqu'un se pencher en avant, sa manche effleurant l'assiette de Lucas. Juste une seconde, peut-être deux. Fige l'image, ordonna Alessandro. Sophia figea l'image. Le visage de la personne n'était pas visible. Elle avait parfaitement calculé son coup, agissant lorsque les têtes étaient tournées, lorsque la conversation était la plus animée. Mais sa montre était visible. Une Rolex distinctive avec un bracelet personnalisé, des maillons en platine incrustés de petits rubis. Les yeux d'Alejandro balayèrent la table. « Levez-vous, tout le monde !» Les mains bien en évidence. La famille obéit, le visage terrifié. Alejandro fit lentement le tour de la table, examinant les poignettes de chacun. La plupart portaient des montres, des modèles standards coûteux, rien d'inhabituel jusqu'à ce qu'il arrive à la femme de Vincent, Maria Caruso. Son poignet était nu. « Où est ta montre, Maria ?» demanda doucement Alessandro. « Je n'en portais pas ce soir, balbutia-t-elle. Tu portes toujours une montre. Je ne t'ai jamais vu sans. » La voix d'Alessandro se fit plus froide. « La Rolex personnalisée, celle que Vincent t'a offerte pour ton anniversaire. Où est-elle? » Maria perdit son sang-froid. Je l'ai laissée à l'étage. Je ne trouvais pas qu'elle allait avec ma robe. « Marco, dit Alessandro doucement. « Fouille-le là. Tu n'es pas sérieux, protesta Vincent. « Alessandro, c'est ma femme. » Mais Marco était déjà en mouvement. Il tira la chaise de Maria et elle trébucha. Quelque chose tomba bruyamment sur le sol sous sa serviette. Une petite fiole en verre contenant encore des traces d'un liquide huileux. La pièce devint silencieuse. Maria Caruso resta figée, le visage terrifié, tandis que 20 paires d'yeux se fixaient sur elle. Francesca, la femme de Vincent, murmura, sous le choc. « Mais pourquoi? » Alessandro fixait Maria, et Clara vit quelque chose de terrible dans ses yeux. La mort de toute la pitié qui lui restait. « Pourquoi? » répéta-t-il d'une voix à peine humaine. « Oui, Maria, j'aimerais beaucoup savoir pourquoi. » Maria Caruso s'effondra sur sa chaise, tout son corps tremblant. Vincent se tenait figé à côté d'elle, son visage passant du choc à l'incrédulité, puis à l'horreur. « Maria, murmura-t-il, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas fait ça. »« Emmenez-la à la cave à vin, » ordonna Alessandro. « Dans la même cellule que Frank. Marco, je veux les gardes qui sont avec moi depuis mon enfance. Personne d'autre. » Alors que les gardes s'apprêtaient à attraper Maria, elle se mit à crier. « Vous ne comprenez pas. Je n'avais pas le choix. Ils ont ma sœur, ils ont Carmela. » La pièce devint silencieuse. Vincent attrapa les épaules de sa femme. « De quoi parles-tu? Carmela est en Italie. Elle est à Florence depuis 6 mois. » « Non. » Maria sanglota. « C'est ce qu'ils voulaient que tu crois. Ils l'ont enlevée il y a 3 semaines. Ils m'ont envoyé des photos. » « Oh mon Dieu, Vincent, les photos !» Elle s'effondra complètement. Alessandro leva la main pour arrêter les gardes. « Explique-moi tout maintenant. Et si tu me mets, Maria, je ferai en sorte que ce qui va se passer soit très lent. » Maria s'essuya les yeux, le mascara coulant sur son visage. « Il y a 1 mois, j'ai reçu une lettre, sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait des photos de Carmela attachées à une chaise. Ils ont dit que si je ne faisais pas exactement ce qu'ils me demandaient, ils la renverraient dans morceaux. « Qui sont-ils? » demanda Alessandro.
Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu leur visage, seulement leurs instructions. Des appels téléphoniques provenant de numéros masqués, des notes laissées dans ma voiture, des cachettes pour le poison. Les mains de Maria tremblaient. D'abord, ils m'ont fait mettre ces photos de surveillance dans la chambre de Clara. Ensuite, ils m'ont ordonné d'empoisonner Luca lors du dîner familial. Ils ont dit que si je réussissais, Carmela serait libérée. Si j'échouais ou si j'en parlais à quelqu'un, elle mourrait. Vincent avait l'air d'avoir la nausée. Pourquoi n'es-tu pas venu me voir, Alessandro? Nous aurions pu la sauver. Ils ont dit qu'ils le sauraient. Ils ont dit qu'ils avaient des gens dans la famille qui surveillaient tout. Si j'en parlais à quelqu'un, Carmela mourrait avant même que vous ayez commencé à chercher. Maria tourna un regard désespéré vers Alessandro. Je ne voulais pas faire de mal à Luca. J'aime ce garçon, mais c'est ma sœur, Vincent. Ma petite sœur. Clara sentit un frisson lui parcourir l'échine. C'était plus grave que Frank, plus grave que Maria. Quelqu'un orchestrait un complot élaboré, utilisant les membres de la famille comme des pions en prenant leurs proches en otage. Le même scénario que Frank, dit Sofia à voix basse, apparaissant aux côtés d'Alejandro. Prendre quelqu'un qu'ils aiment, les forcer à trahir la famille. Alejandro avait le visage impassible. Comment devais-tu les contacter après la mort de Luca? Je ne devais pas, murmura Maria. Ils ont dit qu'ils sauraient quand ce serait fait. Ils libéreraient Carmela et je n'aurais plus jamais de nouvelles d'eux. Pratique, marmonna Francesca. Ils vous tueraient probablement tous les deux pour ne laisser aucune trace. Alessandro faisait les 100 pas, l'esprit en ébullition. Clara pouvait presque voir les rouages tourner derrière ses yeux. Finalement, il s'arrêta et regarda Maria avec une expression qui la fit reculer. « Tu vas nous aider, dit-il. Tu vas être notre appât. » Les yeux de Maria s'écarquillèrent. « Quoi? Ils pensent que vous avez réussi ce soir. Ils pensent que vous avez empoisonné la nourriture de Luca et que Clara ne s'en est pas aperçue cette fois-ci. » Alessandro se tourna vers Sofia. « Pouvez-vous faire semblant? Faites croire que Luca a mangé le poison et qu'il est maintenant dans un état critique. » Les doigts de Sofia volèrent sur sa tablette. « Je peux pirater les dossiers de l'hôpital, créer de faux rapports, et même fabriquer de fausses conversations avec le personnel médical que quiconque surveillant nos communications intercepterait. Faites-le. » Alessandre regarda le Dr. Shaw. « J'ai besoin que vous examiniez Luca et que vous le déclariez gravement malade. Soyez convaincant et emmenez-le dans un endroit sûr dont même moi je ne connais pas l'emplacement. Utilisez les protocoles de la salle de crise. » Le Dr. Shaw acquiesça et se dépêcha de sortir avec Luca, qui avait l'air terrifié mais faisait suffisamment confiance à son père pour ne pas poser de questions. Clara commença à les suivre, mais Alessandro l'arrêta. « J'ai besoin de vous ici, dit-il. Ils vous ont vu avec Luca. Ils savent que vous le surveillez. Si vous disparaissez aussi, ils vont se douter de quelque chose. » Clara eut un haut de cœur, mais elle acquiesça. Au cours des 2 heures qui suivirent, Alessandro orchestra une supercherie élaborée. De faux rapports hospitaliers furent créés, indiquant que Luca était dans un état critique. Sofia mit en place des conversations téléphoniques entre Alessandro et des médecins, tous exprimant leur profonde inquiétude. Le manoir fut mis en état d'alerte maximale, avec des gardes qui couraient dans tous les sens, visiblement paniqués. Et Maria fut transférée dans une chambre d'amis, non pas emprisonnée, mais sous observation médicale pour cause de choc. « Maintenant, nous attendons, » dit Alessandro, debout dans son bureau avec son équipe de base. « Celui qui est derrière tout ça va prendre contact. Ils voudront confirmer l'état de Luca ou ils passeront à la phase suivante. Et s'il disparaissait tout simplement? » demanda Vincent. Il avait l'air avoir pris 10 ans depuis le matin même. La trahison de sa femme l'avait profondément blessé. « Ils ne le feront pas, » dit Alessandro avec certitude. « Il ne s'agit pas seulement de tuer Luca. Si c'était le cas, ils auraient pu essayer une 12aine de moyens plus simples. Il s'agit de détruire la famille Romano de l'intérieur, de nous monter les uns contre les autres, de dresser les membres de la famille les uns contre les autres. » Il regarda autour de lui. Ils n'en ont pas encore fini. Clara était assise dans un coin, essayant de comprendre tout ce qui se passait. La fille de Frank, la sœur de Maria. Quelqu'un identifiait systématiquement les points faibles de la famille et les exploitait. Patron appela Marco depuis l'embrasure de la porte. Le téléphone de Maria venait de recevoir un SMS. Tout le monde se précipita vers la station de surveillance de Sofia. À l'écran, ils pouvaient voir le message qui était apparu sur le téléphone confisqué de Maria. « Bien joué.
Votre sœur sera libérée à l'aube. Attendez les instructions finales. Les yeux d'Alessandro brillèrent. Ils avaient mordu à l'hameçon. Sofia, pouvez-vous le localiser? J'essaie, mais il rebondit sur plusieurs serveurs. Qui que ce soit, c'est quelqu'un de sophistiqué. Ses doigts volaient sur le clavier, mais ils ont commis une erreur. Ils utilisent un motif. Donnez-moi 1 heure. Je pourrais peut-être prédire le prochain point de communication. Alessandro se tourna vers Clara. J'ai besoin que tu fasses quelque chose de difficile. Tout ce que tu veux, répondit Clara, surprise par sa propre assurance. Ils surveilleront la maison. Ils voudront voir ta réaction à l'état de Luca. La voix d'Alejandro s'adoucit légèrement. J'ai besoin que tu ailles à l'aile médicale, dans la chambre où ils pensent que Luca est en train de mourir. J'ai besoin que tu aies l'air dévasté. Pleure si tu peux. Fais-leur croire. Clara comprit. Elle était l'étrangère qui avait sauvé Luca à 2 reprises. Sa réaction confirmerait le mensonge. Je peux le faire, dit-elle doucement. 2 heures plus tard, Clara était assise à côté d'un lit d'hôpital vide dans l'aile médicale du manoir, le visage entre les mains, les épaules secouées de sanglots fins. Mais tandis qu'elle pleurait, ses yeux observaient le reflet de la fenêtre, à la recherche du moindre signe de surveillance. Dans le bureau d'Alessandra, Sophia se redressa soudainement. Je l'ai. Le prochain message arrivera via un téléphone jetable enregistré dans un café du North End. Mais voici la partie intéressante. L'achat a été effectué à l'aide d'une carte de crédit appartenant à She Pulled Up the Records, une société écran liée à Romano Family Investments. Un coup monté de l'intérieur, souffla Marco. C'est certainement quelqu'un de la famille. Le téléphone d'Alejandro sonna. Un numéro inconnu. Il le mit sur haut-parleur. Une voix déformée se fit entendre. Don Romano, je suis désolé pour votre fils. Quelle tragédie. Mais ce n'est que le début. À moins que vous n'acceptiez mes conditions. Quelles conditions? Alessandro garda un ton neutre. Démissionnez, prenez votre retraite, nommez 25 comme votre successeur et disparaissez. Faites cela et personne d'autre ne sera blessé. Refusez et tous ceux que vous aimez mourront lentement. La ligne fut coupée. Alessandro regarda son équipe réunie et Clara vit quelque chose de dangereux dans son sourire. Maintenant, nous savons ce qu'ils veulent, dit-il doucement. Et maintenant, nous allons leur donner. Le plan d'Alessandra était audacieux et dangereux. Organiser un autre dîner de famille. Tu veux leur donner une autre chance avec Luca? Protesta Marco. Patron, c'est de la folie. Luca ne sera pas là, dit calmement Alessandro. Nous utiliserons un leurre. Le fils de mon cousin Paolo a le même âge et la même carrure. De loin, avec les bons vêtements, il pourrait passer pour Luca. Tu utilises un enfant comme appât. Vincent avait l'air horrifié. Le fils de Paolo sera dans une pièce complètement différente, apparaissant via une retransmission vidéo en direct montée pour donner l'impression qu'il est à table. La technologie, Vincent. Sophia peut rendre cela parfait. Alessandro se tourna vers une experte en cybersécurité. Tu peux le faire? Sophia acquiesça. Je peux l'intégrer à la vidéo en temps réel. Tous ceux qui regardent, que ce soit en personne ou via la surveillance, penseront qu'il est assis là. Et la nourriture? Demanda Marco. Toutes les assiettes seront propres, mais nous donnerons une chance à notre traître. Les yeux d'Alejandro brillèrent. Clara annoncera qu'elle ne se sent pas bien et s'éloignera de Luca, juste pendant 5 minutes, le temps nécessaire à quelqu'un de désespéré pour passer à l'action. Clara sentit son pouce s'accélérer. Vous voulez que je le laisse vulnérable exprès? Je veux que celui qui orchestre tout cela pense qu'il a une dernière chance. Alessandro croisa son regard. L'appel téléphonique disait « Ce n'est que le début. Ils ne s'arrêteront pas tant que je ne serai pas parti ou mort. Alors, nous allons en finir ce soir. » Le dîner était prévu pour le lendemain soir. La rumeur se répandit dans la famille que Don Romano s'occupait de ses plans de succession et qu'après la 2e tentative d'empoisonnement de Luca, il envisageait de se retirer. L'appât était irrésistible. 20 membres de la famille et conseillers principaux se réunirent dans la salle à manger. Alessandro était assis en bout de table, le visage marqué par une fatigue feinte. À côté de lui, la vidéo composée montrait Luca picorant dans son assiette, Clara se tenant derrière sa chaise pour le protéger. Vincent était assis à gauche d'Alessandro, le visage troublé. Francesca était en face de lui, observant tout d'un œil perçant. Les autres conseillers, Michael Rossi, Tony Chen et plusieurs autres, occupaient les sièges restants.
Sofia avait installé des microcaméras partout. Dans le bureau d'Alessandra, des écrans montraient tous les angles de la salle à manger. Le premier plat se déroula sans incident. La conversation était guindée, nerveuse. Tout le monde était au courant de l'arrestation de Maria et de la deuxième tentative d'empoisonnement. La tension planait sur la table comme un nuage d'orage. Puis, comme prévu, Clara pressa sa main contre son ventre. « Excusez-moi, dit-elle d'une voix tendue. « Je ne me sens pas bien, je dois y aller, dit Alessandre en lui faisant signe de partir. Luca se débrouillera pendant quelques minutes. Clara quitta précipitamment la pièce, le cœur battant à tout rompre. Dans le bureau, elle rejoignit Sofia et Marco, qui regardaient attentivement les écrans. « Maintenant, nous attendons, murmura Sofia. Le plat principal était composé de poulet rôti, de légumes et de risotto. Les serveurs circulaient autour de la table en déposant des assiettes identiques. Le composite Luca était désormais seul et sans protection. Pendant 3 minutes, rien ne se passa. Puis Tony Chun, le comptable de la famille, se leva. « Excusez-moi, je dois aller aux toilettes. » Il se dirigea vers la sortie, mais en passant derrière la chaise de Luca, sa main se glissa dans la poche de sa veste. Marco retint son souffle. La main de Tony en ressortit avec un petit objet sombre et répugnant. D'un geste fluide, il le déboucha et se pencha en avant comme pour ajuster sa serviette. Sa main se déplaça au-dessus de l'assiette de Luca. « Je l'ai !» dit Sofia qui était déjà en train d'enregistrer. Mais avant que Tony n'ait pu verser le contenu, la voix d'Alejandro retentit dans la pièce comme un coup de poignard. « Tony, arrête tout de suite !» Le comptable se figea, la fiole suspendue au-dessus de l'assiette. Son visage devint livide. Des gardes surgirent d'Alos, arme à la main. Marco entra depuis la cuisine, son arme pointée sur la tête de Tony. « Posez-la doucement », ordonna Alessandro en se levant. Très lentement, la main de Tony tremblait. Pendant un instant, Clara crut qu'il allait essayer de s'enfuir, mais il n'avait nulle part où aller. Entouré d'hommes armés, il posa délicatement la fiole sur la table. « Ce n'est pas ce que vous croyez », balbutia Tony. « Vraiment ?» Alessandro fit signe à Sofia qui afficha la vidéo. « Parce qu'on dirait que tu es sur le point d'empoisonner la nourriture de mon fils. C'est la 3e fois que quelqu'un essaye. » La pièce fut envahie par des murmures de stupéfaction. Vincent fixa Tony, incrédule. « Tony, t'es notre comptable depuis 8 ans. Pourquoi? » Tony perdit son sang-froid. Il s'effondra sur sa chaise, la tête entre les mains. « Ils m'ont payé. Que Dieu me vienne en aide. Ils m'ont payé 2 millions de dollars. Qui? » Alessandro s'approcha, sa présence étouffante. « La famille Marchetti de Chicago. » Tony leva les yeux, les larmes coulant sur son visage. « Ils m'ont approché il y a 6 mois. Ils voulaient le territoire des Romano. Ils voulaient que tu disparaisses. Ils m'ont dit que si je les aidais, je serais à l'abri pour le reste de ma vie. Si je refusais, ils révéleraient mes dettes de jeu. Je dois un demi-million au bookmaker. Alejandro, j'étais désespéré. Alors tu as vendu un enfant? » Clara s'entendit dire, en revenant dans la pièce. « Tu as essayé d'assassiner un garçon de 9 ans pour de l'argent. » « Pas d'assassiner. » Tony protesta faiblement. Le plan était de le rendre malade, de l'empoisonner lentement pour que cela ressemble à une maladie, pas à un assassinat. Détruire la concentration d'Alejandro. Le rendre vulnérable. Frank était censé commencer. Maria devait continuer et moi, je devais finir quand tout le monde aurait baissé sa garde. Frank et Maria ont été victimes de chantage, dit froidement Alessandro. Leurs familles les ont été kidnappées. Quelle est ton excuse? Tony n'avait pas de réponse. La famille Marchetti n'a kidnappé personne, n'est-ce pas? Continua Alessandro. Tu as inventé ça. Tu as engagé des gens pour enlever la fille de Frank et la sœur de Maria afin de semer le chaos et faire croire que quelqu'un de l'extérieur s'en prenait à la famille. Le silence de Tony confirmait tout. Tu as utilisé l'amour de notre famille contre elle, dit Vincent, la voix tremblante de rage. Tu as transformé Frank et Maria en monstres pour couvrir tes propres crimes. Alessandro prit la fiole et l'examina. C'est le même poison, de l'extrait de laurier rose. Où l'as-tu trouvé? Un contact à Chicago. Les Marquette ont un chimiste à leur solde et l'argent que tu as reçu. Des comptes offshore. Aux îles Cayman. Les Marquette t'ont promis davantage une fois que tu serais mort et qu'ils pourraient s'installer à Boston. Alessandro posa la fiole et regarda Tony avec quelque chose qui dépassait la colère, la déception, le dégoût et une froide détermination qui glaça le sang de Clara.
Tu ne m'as pas seulement trahi, Tony. Tu as trahi un enfant. Tu as utilisé ta position, ton accès, ta connaissance de cette famille pour orchestrer 3 tentatives de meurtre contre mon fils. La voix d'Alejandro se réduisit à un murmure à peine audible. Et tu l'as fait pour de l'argent. Je suis désolé. Tony sanglotait. Je suis tellement désolé. Je n'avais pas prévu que ça irait aussi loin. J'avais juste besoin d'argent. Mes dettes allaient me tuer. Non, Tony, dit Alessandro calmement. C'est moi qui vais te tuer. Avant que quiconque ait pu réagir, Alessandro sortit un pistolet de sa veste et tira une fois. Le coup de feu résonna dans la salle à manger comme un coup de tonnerre. Tony Chin s'effondra sur la table, mort avant même de toucher le bois. La pièce fut plongée dans un silence stupéfait. Clara porta la main à sa bouche, les oreilles bourdonnantes. Vincent semblait sur le point de s'évanouir. Même les gardes endurcis avaient l'air secoués. Alessandro rangea son arme et se tourna vers toute la salle, sa voix empreinte d'une autorité absolue. Que cela vous serve de leçon. La loyauté envers cette famille signifie la loyauté envers chacun de ses membres, en particulier les plus vulnérables. Trahissez cette confiance, menacez un enfant, et il n'y aura aucune pitié. Aucune. Il fit signe aux gardes. Emportez le corps. Contactez la famille Marchetti à Chicago. Dites-leur que leur plan a échoué et que leur comptable est mort. Dites-leur que s'ils menacent à nouveau un Romano, je réduirai toute leur organisation en cendres. Alors que le corps de Tony était emporté, Alessandro regarda Clara. Quelque chose passa entre eux. Une reconnaissance de ce dont elle avait été témoin, de ce dont elle était devenue partie prenante. Merci, dit-il simplement, d'avoir observé, de vous être soucié, d'avoir accepté de témoigner de ce que tu as vu. Clara acquiesça, incapable de trouver les mots. La pauvre femme de chambre d'El Paso venait d'assister à l'exécution d'un homme à table. Et le plus terrifiant, c'est qu'elle comprenait pourquoi. La salle à manger se vida rapidement après l'exécution de Tony. Les gardes emportèrent le corps. Les domestiques nettoyèrent le sang sur la table en acajou. En moins d'une heure, c'était comme si rien ne s'était passé, à l'exception des 20 témoins qui n'oublieraient jamais ce qu'ils avaient vu. Alessandro ordonna à tout le monde de rester. Que toute la maisonnée se rassemble dans le hall principal. Tout le monde, famille, soldats, personnel. Peu importe que vous soyez plongeur ou chef. Soyez là dans 20 minutes. Clara se tenait dans le couloir à l'extérieur de la salle à manger, les mains encore tremblantes. Elle avait déjà été témoin de violence. Ayant grandi dans un quartier difficile, elle ne pouvait pas l'éviter. Mais là, c'était différent. C'était calculé, définitif. Un homme était mort à 1 mètre de l'endroit où elle se tenait. « Ça va? » Marco apparut à ses côtés, la voix étonnamment douce. « Je ne sais pas, » admit Clara. « Est-ce que ça devrait aller? » Tony Chin avait tenté de tuer un enfant à 3 reprises. La plupart des gens diraient qu'il a eu ce qu'il méritait. La plupart des gens ne voient pas cela se produire sous leurs yeux. Marcos scruta son visage. « Le patron veut que tu te rendes dans le hall principal, au centre. »« Pourquoi? » »« Tu verras bien. » Le hall principal était la plus grande pièce du manoir Romano. Un espace grandiose avec des plafonds voûtés, des colonnes de marbre et une immense cheminée. C'était là qu'Alessandro s'adressait à son organisation lors des moments importants. Mariage, funérailles, déclaration de guerre. Plus d'une centaine de personnes entrèrent. Clara reconnut des visages parmi le personnel de cuisine, l'équipe de sécurité, les jardiniers. Vincent et Francesca se tenaient près de l'avant avec les conseillers principaux. Tout le monde semblait nerveux, chuchotant entre eux. Alessandro entra en dernier, imposant un silence immédiat. Il portait un costume propre. Celui qu'il portait au dîner avait des éclaboussures de sang sur la manche. Il se dirigea vers le centre de la salle et tous les regards le suivirent. « La plupart d'entre vous savent ce qui s'est passé ce soir, » commença Alessandro, sa voix portant dans tous les coins de la pièce. « Tony Chun, notre comptable depuis 8 ans, est tenté d'empoisonner mon fils pour la 3e fois. Il travaillait pour la famille Marchetti à Chicago, payé 2 millions de dollars pour détruire cette famille de l'intérieur. » Des murmures et des exclamations parcoururent la foule. Il a utilisé notre confiance contre nous. Il a manipulé Frank DeVito et Maria Caruso en orchestrant l'enlèvement de membres de leur famille. Il leur a fait croire qu'il n'avait d'autre choix que de nous trahir. La voix d'Alessandro se fit plus dure.
Et il a fait tout cela pour l'argent, pas pour la famille, pas pour l'honneur, pour l'argent. Alessandro laissa ses paroles faire leur effet avant de continuer. Je l'ai exécuté devant des témoins, devant sa famille, car il n'y a pas de pardon pour ce qu'il a fait. Pas dans cette vie. La salle était plongée dans un silence de mort. Mais ce soir, il ne s'agit pas seulement de rendre justice à un traître, il s'agit de reconnaître la loyauté. Alessandro se retourna, ses yeux balayant la foule jusqu'à ce qu'il se pose sur Clara. Clara Martinez. Avancez! Le cœur de Clara s'arrêta de battre. Tous les regards dans la pièce se tournèrent vers elle. Elle voulait disparaître, se fondre dans le sol, mais Marco lui donna une légère poussée. Les jambes tremblantes, Clara marcha jusqu'au centre de la salle, s'arrêtant à quelques mètres d'Alessandro. Elle ne s'était jamais sentie aussi exposée de toute sa vie. Il y a 3 semaines, cette femme n'était qu'une simple femme de chambre, dit Alessandro d'une voix forte. Elle nettoyait les sols, elle échangeait les draps. La plupart d'entre vous ne l'avaient probablement jamais remarqué. Clara vit plusieurs membres du personnel hocher la tête, embarrassés. Mais lorsque mon fils a été empoisonné lors du banquet, alors que 200 personnes, dont des membres de la famille et des conseillers de confiance, n'ont rien vu, Clara a tout vu. Alessandro lui fit signe. Elle a reconnu le poison. Elle nous a empêchés de déplacer Luca de manière incorrecte. Elle lui a sauvé la vie alors que ses proches restaient là, impuissants. Le visage de Francesca rougit de colère, mais elle ne dit rien. Puis quelqu'un a essayé de la tuer, continua Alessandro. Tommy Ricci, l'un de mes propres gardes, a été payé pour la faire taire. Elle a survécu. Elle aurait pu s'enfuir. Elle aurait pu exiger de partir pour s'éloigner le plus possible de cette famille, mais elle ne l'a pas fait. Alessandre s'est approché de Clara et elle a vu dans ses yeux quelque chose qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Du respect. Elle est restée avec Luca. Elle l'a aidé à manger quand il avait trop peur pour faire confiance à sa propre nourriture. Elle l'a fait rire quand il était traumatisé. Elle a veillé sur lui comme une mère alors que sa propre famille ne s'en souciait pas. La voix d'Alejandro s'est faite plus forte. Et ce soir, elle a servi d'appât pour nous aider à attraper le véritable traître. Une femme qui ne nous doit rien à tout risquer. Il se tourna vers toute l'assemblée. Tony Chennis est né dans notre monde. Frank Davito a été initié il y a des décennies. Maria Caruso s'est mariée dans la famille. Ils avaient tous des liens du sang, des obligations historiques, et ils nous ont tous trahis. Alessandro posa sa main sur l'épaule de Clara, et elle en sentit le poids. Pas seulement physique, mais symbolique. Cette femme n'avait aucun de ces liens. Aucune obligation, aucune histoire, aucune raison de s'en soucier, mais elle a vu ce que le sang ignorait. Elle a agi alors que la famille restait figée. Sa loyauté, offerte librement sans attendre de récompense, a sauvé mon fils. La pièce était plongée dans un silence absolu. Clara pouvait entendre les battements de son propre cœur. À compter de maintenant, Clara Martinez est sous la protection de la famille Romano. Toute menace à son égard est une menace à mon égard. Tout préjudice causé à sa personne sera puni par le sang. La voix d'Alessandro résonnait avec détermination. Elle n'est plus une domestique. Elle est la gardienne et la protectrice de Luca. Elle s'assoit à notre table. Elle parle avec notre autorité lorsqu'il s'agit de mon fils. Des murmures choqués éclatèrent. Francesca semblait sur le point d'exploser. Alessandro poursuivit, réduisant la foule au silence. Elle recevra un salaire adapté à sa position, un logement dans l'aile familiale et un accès complet aux ressources de la famille. Quiconque remettra cela en question devra m'en répondre personnellement. Clara ne pouvait plus respirer. Ce n'était pas possible. Cela ne pouvait pas arriver. Alessandro se tourna vers elle et lui parla à voix basse, de sorte qu'elle seule puisse l'entendre. Vous avez rendu son enfance à Luca. Vous lui avez donné quelqu'un en qui il peut avoir confiance, alors que le monde lui a appris à ne faire confiance à personne. Cela vaut plus que le sang, Monsieur Romano. Je ne sais pas quoi dire, murmura Clara. Dis que tu resteras. Dis que tu continueras à le protéger. Non pas parce que je te l'ordonne, mais parce que tu le veux. Clara repensa au sourire de Luca lorsqu'elle lui faisait la lecture. À son rire devant ses mauvaises blagues, à la façon dont il lui tenait le petit doigt lorsqu'il faisait des promesses, à ce petit garçon qui avait survécu à 3 tentatives de meurtre et qui trouvait encore des raisons d'être gentil. « Je resterai, dit-elle. Pour lui, quelque chose passa sur le visage d'Alejandro. De la gratitude,
du soulagement, peut-être quelque chose de plus profond. Il hocha la tête et se retourna vers la foule rassemblée. Voilà à quoi ressemble la loyauté, déclara-t-il. Pas le sang, pas les serments, pas les traditions, mais l'action, le courage, le sacrifice. Souvenez-vous de ce moment. Souvenez-vous que lorsque tout le monde a échoué, une pauvre servante du Texas a sauvé l'honneur des Romano. Il fit une pause, laissant ses mots faire leur effet. Maintenant, retournez au travail. Et si quelqu'un a un problème avec ce que j'ai déclaré ce soir, vous savez où me trouver. La foule se dispersa lentement, les gens jetant des regards furtifs à Clara en partant. Certaines semblaient approuver, d'autres étaient mécontentes, mais personne n'osa contester le décret d'Alessandro. Alors que la salle se vidait, Francesca s'approcha, le visage masqué par une fureur contenue. « Frère, j'aimerais te parler en privé, plus tard. » Francesca, c'est de la folie. Tu ne peux pas simplement élever une servante au rang de « je peux et je l'ai fait ». Le ton d'Alejandro ne laissait aucune place à la discussion. À moins que tu ne veuilles contester mon autorité devant tout le monde, Francesca se tut brusquement. Elle lança un regard venimeux à Clara et s'éloigna d'un pas rageur. Lorsqu'ils furent enfin seuls, Alessandro se tourna vers Clara. « Tu comprends ce qui vient de se passer. Tu as fait de moi une cible, » dit Clara doucement. « Tous ceux qui veulent te faire du mal ont désormais quelqu'un d'autre à viser. Oui, mais tu es également protégé. Personne ne te touchera sans déclencher une guerre. » Il marqua une pause. « Je ne vais pas te mentir, Clara. Cette vie est dangereuse, mais tu y es déjà. Au moins, maintenant, tu as les ressources nécessaires pour y survivre. » Clara leva les yeux vers cet homme puissant et dangereux qui venait d'exécuter quelqu'un de sang-froid, puis de déclarer qu'il faisait désormais partie de la famille. « Pourquoi moi? Vraiment? Parce que mon fils t'aime, » répondit simplement Alessandro. « Et j'ai appris que les enfants voient mieux la vérité que les adultes. Luca te fait confiance. Cela vaut tout. » 3 semaines plus tard, Clara se réveilla dans une chambre qui ne lui semblait toujours pas être la sienne. Des baies vitrées donnant sur le port de Boston, une armoire remplie de vêtements qu'elle n'aurait jamais osé rêver de posséder, une salle de bain plus grande que tout son appartement à El Paso. Mais ce qui lui semblait encore irréel, c'était le coup frappé à sa porte, non pas par un garde, mais par Luca. « Madame Clara, vous êtes réveillée? » Papa dit, « On va manger des pancakes. » Clara sourit et ouvrit la porte. Luca se tenait là, vêtu d'un pyjama Spider-Man, les cheveux en bataille, souriant comme si c'était le matin de Noël. « Des pancakes, hein? Avec des pépites de chocolat. »« Évidemment, » répondit Luca avec un sérieux que seul un enfant de 9 ans pouvait avoir. Les pancakes normales, c'est ennuyeux. Ils descendirent ensemble, la main de Luca dans la sienne, un geste si naturel désormais que Clara ne le remarquait presque plus. Le manoir semblait différent ces derniers jours, plus léger en quelque sorte, malgré tout ce qui s'était passé. Frank DeVito avait été libéré après le sauvetage de Sofia. Alessandro ne pouvait pas pardonner la trahison, mais il la comprenait. Frank avait été exilé de Boston et envoyé vivre chez des cousins éloignés dans le Nevada. Il ne reverrait jamais la famille Romano, mais il avait sa fille. C'était une forme de clémence dans le monde d'Alejandro. Maria Caruso connut un sort similaire. Vincent avait demandé le divorce, mais Alessandro lui avait épargné la vie pour le bien de Carmela. Elle avait été renvoyée en Italie avec sa sœur, avec l'interdiction de revenir aux États-Unis. Le mariage était terminé, mais les 2 femmes étaient en vie. La famille Lamarchetti de Chicago avait envoyé des excuses officielles et des réparations, 10 millions de dollars, ainsi que la promesse de ne plus jamais s'immiscer dans les affaires des Romano. Alessandro avait accepté, mais tout le monde savait que cette paix était temporaire. Un jour, il y aurait des comptes à régler, mais c'était une guerre pour demain. Aujourd'hui, c'était l'heure des pancakes. Dans la cuisine, Alessandro se tenait devant la cuisinière, une vision qui faisait encore sursauter Clara. La puissante Dawn Romano, portant un tablier sur lequel était écrit « Kiss the Cook », embrasse le cuisinier. Un cadeau humoristique de Luca. Souvenir de Luca retournant des pancakes comme un père de famille banlieusard. « Bonjour, papa. » Luca grimpa sur un tabouret de bar. « Elles sont prêtes? » « Presque. » Clara a pris son café. « Je t'en prie, » dit Clara en s'installant à côté de Luca. C'était devenu leur routine. Chaque matin, Alessandro préparait le petit déjeuner pour Luca. Clara supervisait,
s'assurait que tout était en ordre, et peu à peu, ils étaient devenus quelque chose d'étrange et de merveilleux. Une famille. Pas une famille traditionnelle, pas même une famille normale, mais une famille quand même. Alors, dit Alessandre, en glissant une assiette de crêpes aux pépites de chocolat devant Luca, qu'y a-t-il au programme aujourd'hui? Morga Grande et Mademoiselle Clara a promis de m'emmener à l'aquarium si je finis tout. Ah bon, Alessandro haussa un sourcil en direction de Clara. Il le demande depuis des semaines, se défendit Clara. Et il a été très bon à l'école. Il le mérite. Marco t'accompagnera. Et 2 autres gardes. Papa, est-ce vraiment nécessaire? Oui, répondit Alessandro d'un ton ferme mais doux. C'est vraiment nécessaire. Le monde est toujours dangereux, Figlomio. Mais cela ne signifie pas que tu ne peux pas y vivre. Lucas soupira, mais acquiesça. Il comprenait mieux que la plupart des enfants de 9 ans que le danger était réel. Mais il comprenait aussi qu'il était protégé non seulement par des gardes et des armes, mais aussi par des personnes qui se souciaient sincèrement de lui. Après le petit déjeuner, pendant que Luca travaillait sur des problèmes de mathématiques à la table de la cuisine, Alessandro prit Clara à part. « Je dois te montrer quelque chose, dit-il doucement. Il la conduisit dans son bureau où un dossier en papier craft était posé sur son bureau. À l'intérieur se trouvaient des documents juridiques, des pages et des pages. « Qu'est-ce que c'est? » demanda Clara. « Les papiers d'adoption, répondit Alessandre. « Pas pour que tu adoptes Luca. Tu es trop jeune pour cela légalement, mais pour que je te désigne officiellement comme sa tutrice légale en cas de décès. » Clara eut le souffle coupé. « Alessandro, je ne peux pas. Tu peux, et tu le feras. » Il la regarda dans les yeux. « Si quelque chose m'arrive, Luca aura besoin de quelqu'un qui le protège de ce monde, pas qu'il y plonge davantage. Quelqu'un qui le considère d'abord comme un enfant et ensuite comme un air, fit-il après une pause. « C'est toi, Clara. » Les larmes brûlaient les yeux de Clara. « Je ne suis qu'une femme de ménage d'El Peso. Je ne sais pas comment élever l'enfant d'un parrain de la mafia. »« Tu n'es pas n'importe qui, dit doucement Alessandro. Tu es la femme qui a sauvé mon fils à 3 reprises. Tu es celle vers qui il court quand il fait des cauchemars. Tu es celle qui le fait rire, qui l'aide à faire ses devoirs, qui lui rappelle que le monde n'est pas seulement fait de violence et de trahison. » Sa voix se fit rauque sous le coup de l'émotion. « Tu es exactement celle dont il a besoin. » Clara s'essuya les yeux. « D'accord, oui, je vais signer. » Alessandro lui tendit un stylo et elle signa les documents d'une main tremblante. Une fois cela fait, il la serra dans ses bras de manière inattendue. « Merci, murmura-t-il, pour tout. » Ce soir-là, après la visite à l'aquarium où Luca n'avait cessé de parler des tortues de mer, ils s'assirent tous les 3 dans la bibliothèque du manoir. Luca était recroquevillé entre Clara et Alessandro sur le canapé, en train de lire un livre sur la biologie marine. « Mademoiselle Clara, » dit soudain Luca en levant les yeux. « Oui, mon petit, tu vas rester pour toujours? Vraiment pour toujours? » Clara jeta un coup d'œil à Alessandro, qui acquiesça presque imperceptiblement. « Oui, » dit-elle en serrant Luca contre elle. « Je vais rester pour toujours. » « Bien. » Luca se blottit contre elle. « Parce que tu fais partie de la famille maintenant, n'est-ce pas, papa? » Alessandro les regarda tous les deux. Ce garçon qui avait survécu à 3 tentatives de meurtre et cette femme qui l'avait sauvé à chaque fois. Ses yeux reflétaient une douceur que peu de gens avaient l'occasion de voir. « Oui, dit-il doucement. Elle fait partie de la famille maintenant. » Plus tard dans la nuit, après que Luca se fut endormi, Alessandro se tenait à la porte de la chambre de son fils, regardant Clara lire un dernier chapitre. Même si le garçon était déjà en train de rêver, elle était toujours là, toujours protectrice, toujours attentionnée. Il pensa à Tony Chan, à Frank, à Maria, à ces personnes liées à lui par le sang et par serment qui avaient tout trahi. Puis il pensa à Clara, qui n'avait aucune raison de s'en soucier, mais qui s'en souciait quand même. Francesca apparut à côté de lui dans le couloir, l'air plus doux qu'il ne l'avait été depuis des semaines. « Elle est bonne pour lui, » admit Francesca à contre-cœur. « Oui, » acquiesça Alessandro. « Tu tiens à elle, pas seulement à cause de Luca. » Alessandro ne le nia pas. « Quand le monde a essayé d'empoisonner mon sang, » dit-il doucement, en regardant Clara sourire, alors qu'elle fermait le livre et embrassait Luca sur le front. Elle en est devenue partie intégrante, et à ce moment-là, Alessandro Romano, le redoutable parrain de la mafia, le chef impitoyable,
L'homme qui avait tué sans hésitation ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de sa femme, l'espoir.